Donc voilà, je vais, en tout cas, merci à tous et à toutes d'être là pour cette université. Alors, bien sûr, il me revient de vous présenter nos deux intervenants. Donc, Brice Couturier. Alors, après des études de lettres et un DEA d'histoire, vous êtes entré en politique. Vous avez passé quelques années dans les sphères de la politique, au Sénat et dans diverses institutions. Et puis, vous avez commencé ensuite une carrière dans la presse écrite, à la fois dans des revues savantes, puis à la radio. Alors, pour les revues, je vais citer pêle-mêle, la Nouvelle Revue Socialiste, Globe, Lui, L'événement du jeudi, Le meilleur des mondes, Le Point, etc. Et puis, vous avez également goûté à la radio, puisque vous avez collaboré assez longtemps à France Culture, que vous avez quitté en 2021. Alors, je vais citer quelques ouvrages, puisque vous avez intervenu dans de nombreux ouvrages, mais vous en avez publié également. Récemment, je citerai Macron, un président philosophe, aux éditions de l'Observatoire, en 2017. En 2019, vous avez publié 1969, année fatidique, aux éditions de l'Observatoire. Et puis, en finale, l'ouvrage pour lequel nous sommes ici, que vous voyez peut-être à l'image maintenant, qui est OK Millennial, puritanisme, victimisation, identitarisme, etc. Bref, une réflexion sur la génération woke, que vous avez publié à l'Observatoire en 2021. Et bien sûr, c'est pour nous parler du wokisme et du danger que vous y voyez que vous êtes présent à cette université, et je vous remercie d'avoir accepté de consacrer ces 2 heures avec nous. Merci de me oui, recevoir. oui, Brice, vous voulez... Oui, merci de me recevoir. Je suis ravi d'être parmi vous, parmi des frères et des amis, puisque moi, je ne suis pas franc-maçon, mais j'ai participé à plusieurs tenues blanches, donc c'est un milieu que je connais et que j'apprécie. Donc, j'apprécie beaucoup votre invitation. Merci. Alors, Jean Dumonteil, lui, est plutôt le régional de l'étape, si j'ose dire, puisqu'il est franc-maçon de la Grande Loge de l'Alliance maçonnique française, que nous, entre nous, nous appelons la GLAMF, même si les sigles ne sont pas très... Il faut l'appeler l'Alliance. Oui, l'Alliance, mais bon, vous savez, quand une pratique s'est instituée, c'est très difficile de la changer. Alors, sur le plan profane, tu as été rédacteur en chef de la Gazette des communes et du Courrier des maires. Et actuellement, tu animes le secrétariat général d'une institution qui s'appelle le Global Local Forum, qui est un think tank international francophone, indépendant, d'expertise et de développement sur le développement territorial. Alors, tu as publié en 2020 dans cette thématique chez Fayard « La France des possibles », qui traite toutes les initiatives un peu innovantes dans la France des territoires, où on voit le trésor d'ingéniosité de nos élus de terrain qui œuvrent pour le bien public de façon très souvent très désintéressée, parce que les malheureux ne sont pas toujours bien considérés. Mais en réalité, c'est en qualité de directeur de la rédaction des Cahiers de l'Alliance, qui est la revue de la GLAMF, et le fait que tu es auteur de nombreux articles dans ces cahiers, que tu es ici. Alors moi, je recommande vraiment à tous nos sœurs, à tous nos frères, à tous nos amis qui s'intéressent à la culture maçonnique de s'y abonner. Et donc, je vais quand même vous montrer la revue qui m'a donné envie que ce soit Jean qui intervienne. Il a, dans tous les numéros de cette revue que vous voyez à l'image là, il y en a un qui porte sur la tradition et dans lequel Jean intervient doublement, d'abord par un article sur la transmission au-delà des mots et puis également par une méditation sur la tradition et la transmission. Et donc, il me paraissait vraiment le meilleur interlocuteur possible pour faire face sans opposition bien sûr, mais en complément à notre ami Brice, parce que bon, le wokisme est un processus de déconstruction et d'abolition de la mémoire et de cancel culture, alors que nous sommes ancrés dans un processus, nous sommes des institutions traditionnelles et initiatiques, et donc pour nous, la tradition
Ça veut dire quelque chose, mais ça ne veut pas dire un fixisme, et c'est ce que nous expliquera Jean tout à l'heure. Donc voilà, Merci et bonjour à tous. la règle du jeu, c'est que vous avez chacun à peu près une demi-heure pour nous exposer votre point de vue sur la question, et puis c'est Brice qui peut commander. Et nous, Jean et moi, nous allons disparaître de l'image pour laisser Brice s'expliquer. À tout de suite. Bon, je ne vais pas commander, je vais commencer, si vous permettez, Jean-Robert. Alors, woke, d'abord, quelle est l'origine de ce mot? Qu'est-ce qu'il veut dire très précisément? En gros, woke, ça fait partie de l'argot noir américain. Awake, awoken, c'est le participe passé du verbe to wake, qui veut dire être en éveil, être éveillé. Wakeful, c'est l'adjectif anglais qui veut dire éveillé. Mais woke, encore une fois, ça fait partie de l'argot noir. Alors, Stay Woke, c'était le titre d'un film de 2014 consacré au mouvement Black Lives Matter, qui avait été tourné suite au meurtre de Michael Brown par un policier blanc. Stay woke, ça veut dire en gros rester en éveil, ça veut dire aussi rester vigilant en gros. Moi, je traduirais volontiers woke par conscientiser, ce vieux mot des années 70 de ma jeunesse gauchiste, qui voulait dire effectivement être conscient d'un certain nombre de problèmes de société, d'un certain nombre d'injustices et surtout être en éveil pour les percevoir et être en éveil aussi pour les combattre, évidemment. Évidemment, quand George Floyd a été assassiné il y a maintenant presque 2 ans, enfin 2 ans, c'était en 2020, par un policier blanc à Ferguson, ça a relancé le mouvement Black Lives Matter, et le mouvement Black Lives Matter est un des relais de la culture woke. Les woke, ils n'aiment pas du tout qu'on les appelle ainsi, ils n'aiment pas non plus qu'on les appelle des social justice warriors, SJW, les guerriers de la justice sociale. Et c'est le sens dans lequel il fallait entendre l'appel lancé par Terence Floyd, le frère du pauvre gars assassiné par ce policier blanc, aux autres cultures. Il est en effet censé rassembler dans un même combat politique, je dirais, toutes les catégories de personnes qui, à juste titre ou non, se perçoivent comme discriminées, alors soit en raison de leur race, de leur ethnie, mais aussi de leur genre, de leurs préférences sexuelles et dans certains cas, dans un cas bien précis, celui de l'islam en fait, et seulement dans ce cas-là, de la religion. Le wokisme, donc, c'est le fait d'être resté éveillé. Moi, dans mon bouquin, vous avez vu, j'ai pris ce titre « OK Millennials » parce que j'ai voulu avoir un point de vue générationnel sur le sujet. J'ai peut-être eu tort, on me l'a dit parfois, parce qu'après tout, il y a des woke dans tous les milieux, mais en gros, quand même, les millennials sont bien plus susceptibles d'être woke que, disons, les baby boomers dans mon genre. Et à mon avis, c'est le grand problème, c'est le problème de fond, celui que j'ai voulu traiter dans mon livre. En effet, le mouvement woke, celui des social justice warriors, se présente comme étant, disons, les successeurs, les héritiers des grands mouvements de lutte pour les droits civiques de Martin Luther King dans les années 60 ou du mouvement féministe des années 60 ou de la lutte contre l'homophobie, enfin on n'appelait pas ça comme ça, mais disons la lutte pour la tolérance à l'égard de l'homosexualité qui aussi faisait partie de nos combats des années 60 et 70 auxquels j'ai participé personnellement. Ces combats, nous estimons qu'ils ont été défigurés. Nous avions une vision universaliste de ces combats. Nous ne réclamions pas des droits particuliers pour des uns ou pour des autres. Nous réclamions l'égalité des droits. C'était aussi le combat de Martin Luther King. Il disait je ne veux pas que mes enfants soient jugés sur la couleur de leur peau, mais sur leur caractère. J'aime beaucoup cette idée, sur leur caractère. Au contraire, le wokisme cherche à essentialiser la race. C'est d'ailleurs un vrai problème du moment que de voir la caractéristique de la couleur de peau et de l'ethnie revenir comme un déterminant essentiel auquel il faudrait soumettre tous les autres, y compris les appartenances de classe. Dans ma génération, on connaissait l'exploitation, on parlait en termes marxistes, et moi je pense qu'il y a une transposition de la part des woke de l'exploitation vers l'oppression. En effet, alors là ça m'amène à un autre chapitre de mon livre, j'ai essayé de montrer
Ben, enfin, c'est un lieu commun. Je ne suis pas l'inventeur de cette théorie. Il y a énormément de livres américains sur ce sujet. D'ailleurs, je vais en citer tout de suite un parce que je vous ai préparé une petite liste, merde, une petite reading list. Et vous voyez, ça s'écroule déjà dès dès la première tentative. Ce livre m'a beaucoup servi. Il montre en particulier, donc cette femme, Helen Pluckrose, est universitaire et James Lindsay est un mathématicien. Et ils ont fait ce livre pour montrer combien ce qu'ils appellent la French Theory, la théorie française, celle de la déconstruction, est en fait essentielle pour comprendre le wokisme américain. En effet, la déconstruction, c'était la déconstruction des savoirs par des gens comme Michel Foucault, comme Jean-François Lyotard, comme Bourdieu sur la transposition de l'exploitation sur l'oppression, sur la domination. Ces philosophes français, souvent très mal lus aux États-Unis parce qu'ils sont difficiles à comprendre, je pense en particulier à Derrida, qui est difficile à comprendre, y compris pour un Français dans mon genre, mais je pense qu'en traduction, ça va être encore plus difficile. Dans le cas de Foucault, il s'agissait de montrer, et d'ailleurs Foucault lui-même en est revenu sur la fin de sa carrière intellectuelle, de montrer que tout savoir en réalité était un objet de pouvoir et que même la science, même les discours qui se présentaient comme les plus objectifs et les plus neutres étaient en fait des instruments d'oppression du pouvoir sur les minorités, sur le peuple et sur les minorités en particulier. Donc, vous avez cette théorie française qui a été utilisée dans les départements de Cultural Studies américaines dès les années, je dirais, 70 et 80, pour expliquer qu'il fallait déconstruire les savoirs, que le savoir occidental qui se présentait, disons la sociologie, la philosophie, l'histoire, etc., qui se présentaient comme des savoirs neutres et objectifs, en réalité étaient des discours de pouvoir utilisés par les blancs mâles hétérosexuels pour dominer les femmes, les minorités ethniques et les homosexuels et les maintenir en état de suggestion, de dépendance et de minorité. Ce passage, à ce moment-là, on disait c'est pas grave, ça a donné, vous vous souvenez, la political correctness dans les années 90, on disait c'est pas grave, ça concerne que les campus universitaires. Autrefois, les étudiants étaient maoïstes et regardez, ils sont devenus des cadres moyens et supérieurs tout à fait convenables et de très bons avocats. Donc, il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Le problème, c'est que cette fois-ci, nous avons affaire à une génération qui a été savamment endoctrinée sur les campus, qui a appris à mépriser en réalité les règles qui étaient les nôtres dans l'université traditionnelle, de l'objectivité, du respect des savoirs, du respect de l'autorité des maîtres aussi, tout simplement, et que ça a été remplacé en réalité par une politisation outrancière, politisation qui ne repose plus donc encore une fois sur les catégories de dominants-dominés, exploiteurs-exploités, mais sur une politisation des identités. Vous savez, il y a eu ce fameux slogan, le privé, c'est le politique. Le politique, c'est le privé. Autrement dit, mon ressenti en tant que minorité détermine le sens de ma lutte. Et il y a eu à ce moment-là une confusion totale entre les savoirs proprement dit et le combat politique. Et progressivement, ce que montre assez bien en particulier d'ailleurs ce livre, c'est que quand on considère que l'université, le savoir universitaire est un champ clos où se livre une guerre politique et idéologique, le contenu objectif du savoir lui-même passe au second plan, et ce qui est au premier plan, c'est le combat pour le pouvoir, puisque Foucault nous aurait soi-disant appris, enfin moi je l'ai lu un peu mieux que cela, que tout discours de savoir est un discours de pouvoir. Eh bien, il faut réinterpréter tout le savoir à l'aune de ce combat entre les minorités qui sont toutes par définition opprimées. Alors, encore une fois, il ne s'agit pas de n'importe quelle minorité. Et c'est ça aussi qui est frappant dans l'idéologie woke, c'est qu'il s'agit seulement des minorités ethniques, religieuses, encore une fois uniquement l'islam, et sexuelles.
et d'orientation sexuelle. Il y a d'autres types, après tout, il y a des tas de gens qui appartiennent à d'autres minorités, je pense par exemple aux minorités régionales, et ça, ceux-là, ils n'ont absolument pas droit au chapitre, ils n'ont pas droit à réclamer quoi que ce soit pour compenser les infériorisations qu'ils ont subies dans le passé. Je pense en particulier aux Juifs, qui sont considérés par le wokisme, non pas comme des gens qui ont été persécutés dans le passé, et même dans le cas américain, qui ont subi des discriminations, puisque dans les années 30 et 40, dans certaines grandes universités, le pourcentage de juifs était limité, exactement comme dans la Pologne d'avant-guerre. Les juifs, eux, sont considérés comme des super blancs, paradoxalement, qui n'ont rien à dire et qui ne bénéficient absolument pas, au contraire, parce qu'ils sont suspectés en permanence de sionisme, n'appartiennent pas à ces minorités qui auraient des droits particuliers à réclamer. Au contraire, encore une fois, ils sont du très mauvais côté de la barrière de regarder par rapport à l'idéologie woke. Il y a un très bon livre que je n'ai pas sorti, celui-là pour le coup, c'est de Barry Weiss, qui est sorti l'année dernière, sur comment combattre l'antisémitisme de gauche. Je crois qu'il était traduit en français d'ailleurs. Oui, il était traduit en français. Alors, une des caractéristiques de l'idéologie woke, c'est que la revendication d'égalité fait place à celle de ce qu'ils appellent équité, c'est-à-dire entendu dans un sens très particulier. L'équité, c'est l'exigence d'une égalité réelle de résultats dans tous les domaines, entre les sexes, les groupes ethniques, identifiés par l'idéologie de la Critical Race Theory, la théorie critique de la race, et donc une tendance à substituer aux revendications socio-économiques traditionnelles des exigences d'ordre social, culturel, ce qu'on appelle désormais la politique de la reconnaissance de la particularité et de la valorisation de la différence, le droit à l'affirmation et à l'expression de soi. Ce qui m'amène à une autre idée très importante à mes yeux, c'est que dans ces universités où on a depuis maintenant une trentaine d'années des cultural studies, c'est gay studies, women studies, black studies, maintenant fat studies pour les gens qui sont trop gros et qui doivent apprendre que eux-mêmes, ils doivent valoriser leur excès de poids, ce qui est quand même assez paradoxal sur le plan médical. Dans tous ces départements, en fait, on apprend à cultiver cette identité et en faire un élément de la politisation. Et ça donne, à mes yeux, quelque chose d'épouvantable sur le plan politique, c'est ce qu'ils appellent la politique des identités. Alors là, j'ai sorti un bouquin, j'espère qu'il n'est pas tombé par terre. Oui, il y a celui-là, hein, vraiment excellent. C'est un universitaire français qui travaille dans une université américaine prestigieuse à Cornell et qui décrypte en philosophe ce phénomène. Il y a eu aussi est-ce qu'il est ça aussi très recommandable. Enfin, il y a eu plein de bouquins sur le sujet. Oui, où en étais-je? Oui, sur la politique de l'identité. Le Parti démocrate, le grand parti de gauche américain, est divisé maintenant entre deux tendances très évidentes, ceux qu'on appelle les liberals, c'est-à-dire la gauche traditionnelle, disons social-démocrate ou social-libérale selon les cas, et qui, comme par hasard, est plutôt représenté par des seniors aujourd'hui, comme le président lui-même. Et puis, vous avez en face ceux qu'on appelle les progressives, qui sont manifestement les recrutés parmi les millennials. Et les progressives, comme Alexandra Ocasio-Cortez est pratiquement leur tête de liste, leur égérie, ils n'ont pas du tout la même conception que la gauche ancienne. Ils veulent faire une coalition des minorités sexuelles et ethniques en particulier, et ils perdent de vue, disons, l'idéal universaliste qui était celui de la gauche américaine traditionnelle, ce qu'on appelait les liberals. Donc, les théories woke ou voisines, j'aimerais les développer si j'ai encore le temps. Vous avez parlé tout à l'heure de la cancel culture, c'est absolument essentiel. Elle consiste en fait en une révision radicale du passé visant à éliminer en particulier tous les personnages qui seraient liés à des fautes de l'Occident, parce qu'en fait, bien entendu, le wokisme ne s'attaque
qu'aux fautes de l'Occident. Il est très, très délicat de parler, par exemple, du sort des femmes en Afghanistan. Aux yeux des woke, c'est faire preuve d'impérialisme culturel et il faut respecter les identités culturelles des autres peuples. Bizarrement, la lutte pour l'égalité entre les hommes et les femmes s'arrête aux frontières des États-Unis, de l'Europe et de quelques autres régions de civilisation occidentale libérale. Donc la cancel culture, vous avez, elles permettent de déboucher sur des véritables chasses aux sorcières, en particulier en meute et sur Internet. C'est ce qu'ils appellent la call-out culture, le fait d'attaquer en meute sur Internet quelqu'un pour un propos qu'il a tenu ou un écrit dont il s'est rendu coupable du point de vue woke. Vous avez, je le citais tout à l'heure, la théorie critique de la race, en vertu de laquelle le racisme ferait partie de manière structurelle de la civilisation occidentale, parce que tout l'Occident, à cause de son passé colonialiste, aurait intégré de manière définitive, plus ou moins définitive, le mépris des autres cultures basées sur une caractéristique raciale, ce qu'ils appellent le privilège blanc, hein, ou la vision blanche du monde, avec un auteur très, très woke qui est Robin DiAngelo, qui donne des conférences qui est elle-même blanche, mais qui explique que les Blancs ont une fragilité particulière parce qu'ils ne supportent pas qu'on révèle leur racisme, alors qu'en fait, ils sont tous racistes et qu'ils ont tous besoin d'une rééducation particulière, car le mouvement woke est un mouvement de rééducation de masse. Vous avez donc la politiquement correcte que les Québécois aiment bien appeler la rectitude politique, qui est une manière d'euphémiser le langage afin de ne pas heurter les sentiments de personnes appartenant aux minorités en question. Alors le truc le plus frappant, c'est le fait que chairman en anglais a été remplacé par chairperson, parce que man, ça implique qu'un président est forcément un homme, et ça a été jusqu'à des aberrations comme ce pauvre député de la Chambre des communes, pardon, de la Chambre des représentants américaine qui, il y a 3 ans, ça s'est passé en inaugurant la session, a dit Amen and oh women, pardon, Amen, Amen, l'hébreu, Amen and Hey women, comme s'il pensait qu'en hébreu, hey amen, ça concernait les hommes. Il confond l'hébreu et l'anglais, le pauvre. Mais enfin, ça en dit long sur la politiquement correcte. Et puis, il y a la grande nouveauté du moment, les 3-4 dernières années, l'accusation d'appropriation culturelle, qui est donc le fait pour une personne n'appartenant pas à une minorité ethnique ou sexuelle de s'emparer de certaines caractéristiques culturelles qui sont censées appartenir collectivement à cette catégorie. Par exemple, la chanteuse et comédienne Sierra Bogues a dû renoncer à interpréter le rôle de Maria dans la version de West Side Story qui était montée en 2018 au Royal Albert Hall de Londres parce qu'elle n'était pas portoricaine. Ou encore, plus récemment, le cas aux Pays-Bas, on s'en souvient de cette romancière Marieke Lucas Rijneveld qui a dû renoncer à traduire la poétesse américaine Amanda Gorman, star de l'investiture de Joe Biden en 2021, parce qu'elle est blanche et que donc elle peut pas comprendre une poétesse noire. Vous voyez à quel point l'idée de l'universalisme, l'idée de l'équivalence entre tous les êtres, quelle que soit la couleur de leur peau, de leur orientation sexuelle ou de leur genre, est poussée au point que on n'a pas le droit. Il y a eu des cas il y a une romancière l'année dernière aux États-Unis qui s'était mise dans la peau d'un immigrant mexicain maltraité par la police, poursuivi, etc. Elle s'est fait attaquer parce qu'elle n'était pas mexicaine elle-même et qu'elle avait prétendu avoir des ancêtres mexicains pour essayer de faire passer son roman. Si on peut pas, si un artiste ou un romancier ne peut plus, alors Madame Bovary, par exemple, aujourd'hui, ça pourrait plus passer aux yeux de pas mal de woke parce qu'un blanc, un homme ne peut pas se mettre dans la peau d'une femme, mais ça va quand même assez loin parce que ça remet en cause finalement l'essence même de notre culture qui est justement l'idée qu'on peut adopter, qu'on peut comprendre de l'intérieur le point de vue d'autrui. Ça m'amène d'ailleurs à une autre réflexion qui est que dans ces cultural studies aux États-Unis, le témoignage personnel l'emporte sur toute réflexion. Beaucoup des travaux publiés par les woke, beaucoup de thèses de doctorat publiées dans les gay studies, lesbian studies, black studies, etc., sont en fait des témoignages, quand on les regarde de près, sont en fait des témoignages personnels du vécu de l'individu. Or,
pour moi, une chose essentielle, c'est que les intérêts économiques sont négociables. Pour qu'il y ait démocratie, il faut qu'il puisse y avoir des négociations sur des choses auxquelles on peut tenir. Quand un patron négocie avec ses salariés, l'intérêt des salariés, c'est que la boîte ne fasse pas faillite. L'intérêt du patron, c'est que ses ouvriers soient suffisamment contents pour qu'ils n'aillent pas ailleurs. Ça donne lieu à des négociations. Ces négociations aboutissent à des compromis. Mais quand vous brandissez votre ethnie, votre couleur de peau, votre orientation sexuelle en disant « c'est moi », c'est le privé et le politique, le personnel et le politique. Il n'y a pas de négociation possible parce qu'on ne négocie pas sur son identité. On l'impose. Et c'est ainsi, par exemple, qu'il est impossible de discuter avec quelqu'un qui vous dit en tant qu'homosexuel, je dis que. Si vous n'êtes pas homosexuel, votre parole est invalidée d'office, d'avance. En tant que noir, je crois que. Un autre phénomène aussi du phénomène woke, c'est ce qu'ils appellent l'intersectionnalité. C'est-à-dire qu'en fait, à l'intérieur des minorités, se dégagent d'autres minorités en conflit avec la minorité principale. Ainsi, les femmes noires lesbiennes sont en fait en lutte avec les femmes noires et avec les femmes blanches. En fait, quand on nous dit que l'intersectionnalité, c'est la convergence des luttes, en réalité, c'est le contraire. Il y a un phénomène qui est en train de se produire sous nos yeux en ce moment. C'est la bagarre très violente, parce qu'elle prend des formes physiques, entre le mouvement trans et les féministes historiques. Ça a été concrétisé par l'affaire, comment elle s'appelle, Catherine Stock. Attendez, je vais retrouver son nom. Enfin, je vais la retrouver en route parce que j'ai un problème avec les noms propres. Cette professeure dans le Sussex est une féministe historique. Elle est lesbienne proclamée. Elle fait des cours de Women's Studies, donc c'est une spécialiste du sujet. Et elle a publié un livre dans lequel elle dit que la féminité procède de caractéristiques biologiques, que les femmes ne sont pas des hommes, qu'elles ont un utérus, par exemple, elle a écrit ça. Eh bien, pour avoir écrit que les femmes, c'était des personnes qui avaient un utérus, elle a été poursuivie sur son campus pendant des mois, agressée, harcelée. Elle n'a pas été protégée par l'administration du campus parce que les gens qui l'agressaient étaient des transsexuels, des hommes qui prétendent ou qui s'identifient être des femmes, qu'ils aient été opérés ou non d'ailleurs. Et on voyait ces scènes incroyables de types habillés en femmes, déguisés en femmes, harcelant une femme, une militante historique du mouvement féministe, homosexuelle elle-même, en la traitant de transphobe, en lui crachant dessus, en l'empêchant de donner ses cours. Elle a démissionné et ça montre vraiment où on en est, quoi, quand l'intersectionnalité débouche en réalité sur le conflit violent entre les minorités qui réclament davantage de protection que les autres. Une chose qui me frappe beaucoup dans le mouvement woke, c'est à quel point il est hostile aux Lumières, à l'Enlightenment, à la Aufklärung. Vraiment, les Lumières sont l'ennemi déclaré du mouvement woke parce que, soi-disant, cet universalisme serait en réalité le rideau derrière lequel l'hégémonie blanche occidentale, née post-colonialiste, raciste, etc., tout ce que vous voulez, se cacherait pour imposer aux autres la culture occidentale, et d'où vous avez ces statues de Voltaire qui sont systématiquement abîmées, cassées, parfois arrachées, parce que la cancel culture, ça concerne, c'est pas seulement une police du langage, c'est aussi une volonté d'éradiquer dans le passé tout ce qui déplaît au mouvement woke. Quand je pense que Voltaire aujourd'hui, qui pour moi a été quand même l'incarnation, oui, l'incarnation de ce que je respecte le plus dans la gauche occidentale, c'est-à-dire l'esprit critique, la liberté d'esprit, l'intelligence tout simplement, la subtilité. Aujourd'hui, ce même Voltaire passe pour être l'ennemi, l'archi-réactionnaire aux yeux du mouvement woke. Encore une fois, ça me ramène à ce que je disais au départ. Il y a bien un aspect là qui est générationnel. Euh, euh, il y a un aspect générationnel dans cette affaire. Le
les idéaux qui étaient ceux des 60s sont absolument… un truc qu'il faut savoir aussi, c'est qu'Obama s'est foutu des woke, s'est moqué d'eux. Il y a une vidéo qui se traîne beaucoup qui est un peu virale sur, comme on dit, sur Twitter et sur d'autres réseaux, où on voit Obama se moquer dans le think tank qu'il a créé pour des jeunes. Il dit à des jeunes noirs, il leur dit, oui, vous êtes jeunes, donc vous voyez le monde en noir et blanc, donc vous êtes un peu woke, mais ça vous passera. Et c'est très Obama d'ailleurs, cette tolérance à l'égard de… Mais enfin, Obama, lui, n'est pas woke, hein. Une chose qui me frappe aussi beaucoup, c'est non seulement c'est que les woke nous disent que le wokisme n'existe pas. C'est comme la théorie du genre, ça n'existe pas. Ah, mais si, ça existe. Mais le raisonnement des woke, c'est souvent de nous dire le wokisme, ça n'existe pas, mais d'ailleurs, c'est une bonne chose. On voit très bien chez Nicolas Truong, le journaliste du Monde, qui est très woke. Ah oui, ce qu'il faudrait faire aussi un jour, c'est de montrer où le wokisme a pénétré, où il a réussi. Alors là, il y a eu un très bon bouquin récemment qui montre combien les médias sont… Attendez, voilà. Je vous conseille ce livre, je ne sais pas s'il sera traduit un jour, qui s'appelle Bad News, How Woke Media is Undermining Democracy. C'est, entre autres, ça développe l'idée que je disais tout à l'heure, à savoir que… il faut comprendre qu'une très grande partie… Ah oui, j'oubliais, ça c'est la dernière chose sur laquelle je voudrais terminer. Il y a beaucoup de gens… des milliardaires de la Silicon Valley qui sont woke. La Silicon Valley est woke. Elle est woke à 90%. Pourquoi? Parce que pour ces milliardaires qui veulent faire la leçon au monde et qui ont probablement un peu mauvaise conscience de la vitesse à laquelle ils ont pris ces énormes fortunes, ils ont un peu mauvaise conscience. Donc, pour se donner bonne conscience, pour faire étalage de virtue signaling, comme on dit, étalage de vertu, étalage ils proclament les valeurs woke en pensant que ça les classe comme ça du bon côté de la barrière de la lutte des classes. Comme ça, ils ont à la fois le bénéfice de leur fortune colossale, de les avantages merveilleux dont ils jouissent, du niveau de vie qu'ils ont, et en même temps, ils peuvent afficher la vertu, les bons sentiments, le combat pour l'égalité des races, des genres, des femmes et des hommes, etc. C'est d'une grande hypocrisie, bien entendu, parce que ce n'est pas ça qui va régler la question des inégalités. Les inégalités, elles ne sont pas entre les couleurs de peau, elles sont entre les riches et les pauvres, entre ceux qui disposent d'un capital culturel élevé et ceux qui n'en ont pas. Mais je voulais finir là-dessus parce que ça me paraît un des problèmes fondamentaux du moment, que le wokisme nous fait oublier en réalité la profondeur des inégalités de fortune et de revenus qui s'est terriblement aggravée dans pas mal de pays, pas le nôtre, mais aux États-Unis, c'est très évident. Les inégalités de revenus et de fortune sont devenues phénoménaux, et se cacher derrière le fait qu'on ait du bon combat quand il s'agit du combat woke, de social justice warriors et de l'équité, c'est une façon de faire oublier l'argent qu'on a accumulé. Merci. Eh bien, merci Brice. Nous enchaînons tout de suite avec Jean qui va, lui, changer de pied pour nous parler un peu de maçonnerie. Et donc, nous t'écoutons, Jean, sans plus attendre. Merci. Merci à toi, Jean-Robert, qui nous a appareillé, Brice Couturier et moi, pour que je vous parle maintenant de la tradition. Et en vous écoutant, cher Brice, je me disais que ce mouvement woke, il s'inscrit aussi dans une tradition, peut-être la tradition du puritanisme, de celle qui conduit à la mort les sorcières de Salem. Mais on y reviendra tout à l'heure. Est-ce que le wokisme est l'écume de nos temps toujours plus excités? Est-ce que c'est au contraire une révolution? Mais ce n'est pas de ce mouvement et de ce type de tradition que je veux vous parler, mais de la tradition. Et je pensais devant mon écran, en vous écoutant, à ces mots que Charles Péguy a écrits: « Homère est nouveau ce matin, et rien n'est peut-être aussi vieux que le journal d'aujourd'hui. » Alors la tradition, vous savez,
comme dans les boulangeries où on vend une baguette tradition qui serait gage de qualité et d'authenticité, baguette d'autant plus fraîche qu'elle est chaude. En franc-maçonnerie aussi, on distingue la qualité, l'authenticité derrière la tradition, d'autant plus vivante que la chaleur affectueuse des frères saura s'exprimer dans la chaîne d'union. Alors pourquoi on recourt à cette proclamation un peu bavarde de la tradition? Est-ce qu'on cherche un label pour cacher nos imperfections, les imperfections de nos structures, une sorte de mantra commode pour redérer à peu de frais notre blason? Peut-être d'abord rappeler que parler de tradition en franc-maçonnerie, maçonnerie de tradition traditionnelle, c'est un pléonasme, puisque la méthode initiatique est ontologiquement traditionnelle. Et pourtant, peut-être qu'il faut en parler encore plus aujourd'hui, parce qu'il y a bien en France en particulier une maçonnerie traditionnelle pour la distinguer de ce que Jean Baillot, un des tenants dans les années 60 de la Grande Loge nationale française, avait appelé la voie substituée, qui a transformé au XIXe siècle dans notre pays un ordre initiatique en club politique. Voie substituée qui encore continue à se faire beaucoup entendre dans les débats publics aux grandes dames des maçons qui seraient les défenseurs de la vraie tradition, comme autrefois on comptait les fidèles, les tenants des reliques de la vraie croix. Commentant ce bouquin de Bello, le grand historien de la maçonnerie française, qui n'est pas un maçon, Pierre Chevalier, avait eu ces mots. Et il disait qu'il avait fallu en France attendre un Oswald Wirth ou un René Guénon pour retrouver le sens profond du symbolisme et faire renaître le courant mystique et somme toute religieux vaincu par le courant rationaliste et laïque à partir de 1860. Et Chevalier a ajouté « Vouloir que les maçons qui sont du siècle cessent d'en être quand ils sont dans leur temple, désirer que l'ordre retrouve une sorte d'idéal du Moyen-Âge, l'intention est belle, mais est-elle vraiment possible? Les maçonneries continueront, c'est probable et c'est la vie, dit-il, à se transformer, à subir les influences du siècle, peut-être, et comme on le croit plus trop facilement, qu'elles n'influencent rien de leur époque, miroir, réflecteur beaucoup plus que moteur agissant, tel a été et encore le plus souvent le destin de la maçonnerie française. Voilà, fermez le banc et peut-être on va pouvoir méditer ce que représente ce mot tradition qui est aussi vaste qu'un continent, et puis peut-être notre responsabilité à nous maçons sur cette fragile fidélité, mais la tradition aussi, moi je voudrais que ça soit une espérance durable. D'ailleurs, comment parler de tradition, nous qui sommes actuellement des purs produits d'une société moderne qui a connu depuis 150 ans une mutation de civilisation, société d'abondance, de progrès technique, de bien-être matériel, une société moderne aussi qui a substitué au cycle des saisons du temps, la fusée du temps linéaire et du progrès. Mais là encore, peut-être que les choses sont en train de changer. Vous savez, Michel Maffezoli parle des temps post-modernes. Qu'est-ce que ça va être, cette post-modernité? Est-ce qu'elle va être celle du wokisme? On en parlera tout à l'heure. Ou peut-être aussi eh bien, une autre façon. On parle d'éco-spiritualité aujourd'hui. Est-ce que c'est un mouvement de mode seulement ou un effet? En réalité, les questions essentielles demeurent et l'hédonisme ambiant des foules solitaires, vous savez, elle nous ouvre ce gouffre de nos angoisses permanentes. Et je vais vous citer Antoine de Saint-Exupéry dans sa fameuse lettre écrite à son général à la veille de sa disparition et que j'aime beaucoup. Saint-Ex s'y dit triste pour sa génération qui est vide de toute substance humaine, n'ayant connu que les bars, les mathématiques, les Bugatti comme forme spirituelle et qui se retrouve aujourd'hui plongée dans une action strictement grégaire qui n'a plus de couleur. Et dans ce texte, l'auteur de Citadelle, il livre un message magnifique. Il dit « Il n'y a qu'un problème, un seul de par le monde, rendre aux hommes une signification spirituelle, des inquiétudes spirituelles, faire pleuvoir sur eux quelque chose qui ressemble à un chant grégorien. On ne peut pas vivre de frigidaire, de politique, de bilan et de mots croisés, voyez-vous. On ne peut vivre sans poésie, couleur ni amour. Rien qu'à entendre un chant villageois du XVe siècle, on mesure la pente descendue. Il ne reste rien que la voix du robot de la propagande.
2 milliards d'hommes n'entendent plus que le robot, ne comprennent plus que le robot se font robot. Voilà ce qu'écrivait Syntex à la veille de sa mort. Et c'est vrai que les bouleversements que les Occidentaux ont vécus et qu'ils ont aussi imposés au monde ont été un choc de civilisation, choc pas seulement avec les autres civilisations, mais à l'intérieur de notre propre société où les valeurs ont remplacé les vertus, j'y reviendrai, et où le bruit permanent a étouffé le silence créateur des consciences. Je vais faire une autre citation qui est celle de l'ethnologue Jean Servier, qui expliquait que dans les sociétés traditionnelles, l'initiation seule peut donner la connaissance qui est une prise de conscience de l'être, car la connaissance dans ces civilisations traditionnelles est d'abord tradition. Et voilà ce que dit Servier. Il ajoutait qu'un des éléments de l'initiation est d'être révélation des origines mystiques du groupe et prise de conscience sociale. L'invisible, dit-il, explique l'homme des civilisations traditionnelles comme l'air explique l'oiseau. La mort lui apparaît aussi familière que le coucher du soleil, aussi nécessaire au cycle de sa rédemption que la naissance. L'initiation qu'il subit imprime dans sa chair le sceau de l'invisible patrie, avec des rites identiques d'un bout à l'autre de l'espace et du temps, et au symbolisme toujours le même. Alors bon, nous, on n'est pas nés dans ces sociétés traditionnelles que décrivent les ethnologues. Dans nos courtes vies, l'apprentissage des connaissances, il s'est accompli par l'école ou l'université. De même, notre éducation religieuse ou spirituelle ignore les processus traditionnels. Peut-être pour vous qui nous écoutez, jusqu'à la rencontre avec la franc-maçonnerie, si elle est toutefois en capacité de transmettre l'enseignement sur l'ultime, sur l'essentiel. Je crois qu'entrer en tradition, rentrer dans la tradition, c'est comprendre que l'humanité ne se résume pas aux 3 ou 4 générations actuellement vivantes sur la planète, mais qu'elle est riche de tous ceux qui nous ont précédés, qui ont laissé des symboles, des questionnements, et qui ont participé et accepté le mystère. Et puis ceux qui nous suivront, si nous avons la dignité de leur laisser une planète en bon état. C'est ce que j'appelle la fraternité verticale entre les générations. Et c'est tout le contraire de ce qu'on a essayé de nous imposer. Vous savez, cette tabula rasa, dans cette horrible expression du faire du passé table rase, moi j'ai toujours le son, l'écho de l'éradicateur. La tradition, c'est l'inverse. C'est savoir que quand je dis merci, ce mot a une mémoire, une histoire sacrée derrière la patine du temps. Quand je dis merci, je demande grâce et miséricorde à mon interlocuteur. Et en cela, celui qui entend merci est bien mon frère, et il devient sacré pour moi. La franc-maçonnerie, elle s'est construite à partir d'une histoire et de récits mythiques. Elle vit au rythme de ces rites. Et le rite est vraiment l'expression de la tradition. C'est vrai dans la force qu'on donne d'ailleurs à l'expression de ce rite. Ce n'est pas une technique, c'est un univers temporel, il retient, il répète, il enjambe en permanence, car le rite, c'est une mémoire gestuelle et verbale. Et il est transmission. Ceux qui accomplissent le rite s'effacent. Ils n'en sont que les instruments, comme ceux qui vont être la danse et le danseur qui s'efface au profit du mouvement. Avec le rite, on entre dans une autre temporalité. Et le rite, c'est un peu comme un fleuve, jamais la même eau, toujours le même cours d'eau. Et donc, la tradition est ce fleuve qui matérialise le rite. La méthode symbolique aussi, qui est au cœur de la tradition, elle ne connaît pas de limite, puisque le symbolisme, il permet, comme la Kabbale, une herméneutique permanente, toujours ouverte, jamais achevée, qui serait de peu d'intérêt si elle n'était fondée que sur un idéal de fraternité, d'amour du prochain. On est bien dans quelque chose qui n'est pas un système fermé. La tradition peut-être, et ça peut être un message important pour nos contemporains, c'est de s'extraire du bruit de la société techniciste et d'accepter que tout nous parle si on veut bien faire silence et simplement écouter. Les êtres nous parlent, les rites nous parlent, le vivant nous parle comme nous parle la nature, dans le rythme du temps, des saisons, dans la violence des éléments, mais aussi dans la douceur d'une fleur. Écouter la complexité de ce que nous ne pouvons réduire à un raisonnement enfermé dans un concept
Et c'est ça que la tradition appelle le mystère. Le mystère, ce n'est pas une énigme comme chez Agatha Christie, hein. Le mystère, c'est de comprendre ce que nous devons contempler, comme le plan de l'architecte, et sachant nous-mêmes que nous sommes éléments de ce mystère plus généreux, peut-être dans la confiance que toutes les illusions de nos connaissances. La tradition, c'est connaître la différence entre la joie et le plaisir. C'est connaître et aimer la lumière en prenant le temps de contempler la flamme du bougie et de l'écouter me murmurer ce que jamais une lampe halogène ne pourra me dire du mystère de la lumière. La tradition, c'est une mémoire d'avant que j'existe, là où le jeu s'efface. Alors attention, hein, la tradition aussi, elle peut être inquiétante si elle annihile ma liberté, ma responsabilité, et si elle transforme quelque chose qui est de l'ordre de la fidélité à de la servilité. On est toujours au risque d'une tradition pontifiante, doctrinale. Et alors là aussi, les francs-maçons doivent faire attention parce que la tradition, si en plus elle est enfouie, ésotérique, alchimique, elle donne lieu à des discours abscons, à une littérature amphigorique qui est de peu d'intérêt et qui vraiment n'est pas recommandable. Car la tradition, c'est d'abord de savoir qu'il y a un chemin que d'autres ont emprunté avant que nous, et que ce chemin, ce n'est pas un tunnel d'enfermement, mais que c'est vraiment une loi de libération. Ce chemin partagé, c'est savoir aussi que chaque expérience personnelle renouvelle la route, que ce paysage, il est changeant et que le marcheur peut chanceler ou avaler des kilomètres et qu'il aura aussi besoin de l'étape, de l'oasis de la Gap. Vous savez, la tradition, alors là, je vais faire de la provoque pour Brice, la tradition, elle s'exprime dans ce beau poème de Kipling sur sa loge-mère. La loge-mère. Dehors, on disait sergent, monsieur, salut, salam. Dedans, c'était mon frère et c'était bien ainsi. Et nous nous réunissions sur les niveaux et nous quittions sur les quais. Et moi, j'étais second diacre dans ma loge-mère là-bas. Je cite Kipling. Alors, Kipling, que le wokisme a voulu voir comme un suppôt du colonialisme, avec son ambition du fardeau de l'homme blanc. Ce frère Kipling, qui a fait un magnifique poème, If, qui est un programme de vie, ce chantre de l'impérialisme britannique qui est très controversé. Je lisais récemment dans Franc-maçonnerie Magazine un article de Jean-Moïse Bresberg et il rappelait quelque chose de magnifique. Figurez-vous que le 14 juin 1940, Paul Rivet, qui était le directeur du Musée de l'Homme à Paris et qui va créer ce réseau de résistance du Musée de l'Homme, il avait placardé ce poème de Kipling sur les portes de l'institution. Alors, peut-être que le message de Kipling, il reste permanent et je vous demanderai d'écouter la chanson, à défaut d'écouter le chanteur. Ça serait aussi une erreur de considérer la tradition comme un acquis, un moment immuable. Entretenir la tradition, en prendre soin, sans cesser de chercher à la comprendre avec notre regard contemporain, sans comprendre que sans rendre compte qu'on l'adopte en permanence, la tradition. Finalement, ce serait mettre notre éphémère dans la permanence. C'est ramener aussi la permanence dans l'éphémère, comme dans le rythme, comme si on voulait entrevoir une forme d'éternité. Considérons la tradition dans sa charge symbolique. Elle n'est pas l'éternité, mais on en assume bien la pratique symbolique. Pour retarder l'échéance de la mort, dit Edgar Morin, la vie a inventé la reproduction qui est à chaque fois une victoire provisoire contre la mort. Répétition, là encore. Alors, comment on va vivre la tradition dans notre société technicienne où on veut tout de suite, où on croit tout avoir compris parce qu'on l'a lu sur Internet ou vu à la télévision? Illusion que ce zapping permanent et qui est à l'encontre totalement de la tradition. La tradition, et en particulier en maçonnerie, c'est la méthode progressive qui conduit de dévoilement en dévoilement. La tradition et sa transmission, c'est une lente infusion où la connaissance n'est authentique que si elle est intériorisée à partir de l'expérience vécue. Et finalement, la franc-maçonnerie, c'est une école de patience, comme la vie elle-même est patiente. Inutile de tirer sur la plante maçonnique pour la faire pousser plus vite.
il ne faut pas forcer sa nature. Pourtant, on sait bien qu'il y a des frères et des sœurs qui ont une impatience profane, qui voient leur progression par grade ou degré comme un plan de carrière indiciaire pour devenir maître le plus vite possible. Et puis après, quand leur objectif est atteint, ils s'ennuient. Non, ils ont compris qu'en maçonnerie, il ne faut jamais faire de court-circuit. Il y a tant d'enseignements à apprendre et tant à transmettre, et cela jusqu'au seuil de l'Orient éternel. Car la tradition, au départ, c'est de mettre mes pas dans les pas de mon devancier. On dit que Mozart, en découvrant les œuvres de Bach à Leipzig, a passé beaucoup de temps au musée, a passé beaucoup de temps à recopier sa musique. Picasso, en arrivant à Paris, a passé beaucoup de temps au Louvre pour comprendre et se pénétrer des leçons des anciens. Bon, bien sûr, l'imitation ne suffit pas et j'aurais beau aller tous les jours au Louvre ou recopier les partitions de Bach, je ne serai jamais un grand peintre ou un compositeur exceptionnel. Mais il faut commencer par cette démarche humble de compréhension et de répétition nécessaire. Revenons d'ailleurs dans cette méthode hein, de transmission, d'école d'humilité, de patience. Et là, je vais à nouveau faire une citation que j'aime beaucoup, qui est de Maurice Béjart à propos de la danse, et je crois qu'elle s'applique parfaitement à notre démarche. Voilà ce que disait Béjart dans une interview. Quand on me dit qu'est-ce que la danse, je réponds, à l'échelon des gens qui ne savent pas, c'est de se mettre debout et faire n'importe quoi. À l'échelon d'un très bon danseur, c'est avoir une discipline de 10 ou 15 ans et faire des choses très codifiées. Et à l'échelon du véritable danseur, c'est de se mettre debout, de faire n'importe quoi, mais après avoir passé 20 ans d'ascèse. C'est retrouver l'innocence et la liberté, mais avec un travail préliminaire. Le danseur idéal, dit Béjart, ce serait un être libéré loin de notre civilisation. Je crois, dit-il, qu'actuellement le drame de l'époque consiste à faire croire aux gens qu'en multipliant leurs besoins, on augmente leur joie. En réalité, on augmente leurs attaches. La seule issue pour le monde actuel, c'est non la privatisation, je n'aime pas ce mot, mais la joie dans le dépouillement. Fin de citation. Alors récemment, lors d'une conférence, justement, un frère me demandait si la tradition n'était pas faite pour être transgressée. Et je crois que j'aurais pu lui répondre avec les mots de Béjart, mais j'ai préféré une autre image, qui est celle des grands musiciens de jazz qui doivent parfaitement maîtriser leur art avant de transgresser. La transgression d'un débutant, ça ne serait qu'une cacophonie. Et finalement, c'est bien cette école de liberté, je crois, qu'est la démarche maçonnique. Démarche complètement gratuite, mais qui exige un long chemin. Il n'y a rien de magique dans notre affaire, rien de dogmatique. Et peut-être c'est ce qu'il y a de plus beau, c'est cette simplicité de la tradition dans sa permanence. Tant qu'on n'oubliera pas de croire en l'homme, à ce qui fait son histoire sacrée, et tant que je mets ma confiance dans la force et puis aussi dans la vulnérabilité de mon frère pour avancer sous le bandeau des jours, dans la lumière que j'ai déjà reçue. Les francs-maçons aiment les symboles, et bien sûr, tradition, transmission, c'est l'arbre et les racines, c'est la source ou le fleuve, l'enracinement. C'est aussi toujours, nous n'oublions pas, la vitalité et la fraîcheur de l'eau que l'on recouvre dès les premiers voyages initiatiques. Finalement, la tradition, c'est une sorte de kilomètre zéro d'où partiraient toutes les routes spirituelles, une source vers laquelle il nous faudrait entreprendre une sorte de pèlerinage pour retrouver la pureté de l'eau jaillissante. Parfois, on pourra s'interroger d'ailleurs où est passé le fleuve, mais il ne peut pas tarir, il peut se dissoudre dans des estuaires marécageux, mais pourtant il est toujours là, et à nous de le rejoindre, et puis à nous de remonter vers la source, sachant que le fleuve n'est rien, ce qui compte, c'est l'eau vitale qui le charrie. Alors, peut-être qu'il faut avoir le courage de transmettre, mais en sachant que ce qu'on transmet, finalement, n'est pas quelque chose qu'on peut enfermer dans des concepts. Vous savez, est-ce qu'on peut imaginer un voyageur de retour des chutes du Niagara avec un petit bocal rempli d'eau et qui nous expliquerait ce que c'est que les fameuses chutes? Non, la franc-maçonnerie, c'est un travail permanent. Les anciens auraient dit une ascèse qui nous transforme, et cet accomplissement ne peut être qu'une démarche personnelle, mais elle est vécue collectivement, elle n'est possible que parce que j'apprends de mes frères.
Et cette transmission, c'est la commune mission, c'est une sorte d'épaulement, la seule fraternité qui vaille. Humblement, authentiquement. Alors, dans notre monde actuel, il y a des controverses, par exemple, sur le secret maçonnique, hein. Je pense que nos amis woke ne doivent pas tellement apprécier tout ce qui est de l'ordre, finalement, pour nous, que de la préservation de l'intime. Dans une société de transparence totale, apparence totale d'ailleurs, c'est plus l'apparence que la transparence, on risque de rester en surface et parfois de prendre la tangente. On est aussi guetté par des controverses, mais des contresens et des anachronismes. Je viens de terminer un petit bouquin là, qui va paraître prochainement, qui va commenter la formule maçonnique que la force le soutienne ou que la force l'achève. Et je me rends compte que des jeunes maçons qui n'ont pas fait leurs humanités comprennent le mot force au sens de puissance, alors que la force dont il est question dans cette formule, c'est bien sûr une des 4 vertus cardinales, la force d'âme, la force de caractère, comme la prudence, la justice et la tempérance. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'enseigne plus guère les vertus cardinales, mais pour nos devanciers du XVIIIe siècle, c'était un élément essentiel de leur culture classique, de leur formation aux humanités gréco-latines dans un monde chrétien. Finalement, ces mots laissés en héritage, prudence, justice, force et transparence, bah, comment ils peuvent rester compréhensibles à l'homme du XXIe siècle? L'anachronisme, dis-je, mais c'est aussi la façon dont nous utilisons et rendons vivant le vocabulaire de nos rituels. Si je traduis grossièrement dans le langage d'aujourd'hui les termes qui désignent les vertus cardinales, pour faire court, la prudence n'est pas la pusillanimité petite bourgeoise qu'on pourrait soupçonner. Non, la vraie prudence, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le principe de précaution, le discernement. La justice, ce n'est pas l'institution judiciaire, mais ce qu'on appelle aujourd'hui, ce qu'on peut qualifier de justesse d'action, telle qu'elle est pratiquée par des justes. Et puis la tempérance, loin d'être désuète, bah, elle pourrait bien s'apparenter à la sobriété, qui est devenue un thème brûlant d'actualité. Et quant à la force, oui, je le dis et je le répète, c'est bien la force d'âme, c'est le courage. Alors, il faut qu'on se souvienne d'ailleurs que dans la cérémonie d'initiation du maçon, une des premières questions qui est posée aux postulants profanes, qu'est-ce que la vertu? La vertu, alors là encore, un mot décalé pour l'homme moderne, hein. On est habitué à parler des valeurs plus que de vertu pour évoquer les questions morales. D'ailleurs, on dit les questions éthiques, hein, comme si le mot éthique était moins abîmé que moral avec ses connotations d'ordre moral ou de moraline. J'oppose les vertus justement aux valeurs, parce que, bon, il est de bon ton de parler des valeurs qu'on partagerait ou qu'on ne partage pas. Nous partageons les mêmes valeurs. On ne dit pas lesquelles d'ailleurs, hein. Par paresse, souvent on dit les valeurs, comme s'il s'agissait d'évidences qui constituent le bien. Ben non, moi j'ai envie de dire à mes contemporains, les valeurs, il y a la bourse pour ça. Et bien souvent d'ailleurs, ces valeurs, elles sont aussi fluctuantes que les valeurs financières à Wall Street. Non, rien de tel, justement. Pourquoi dans la maçonnerie et dans la tradition on parle des vertus? Parce que les vertus, elles sont aussi fixes et permanentes que des points cardinaux qui organisent notre vision du monde et permettent de nous orienter, de savoir toujours où est l'Orient. Voilà. Alors peut-être aussi un autre contresens que je voudrais évoquer. On parle, vous savez, de la tradition primordiale ou la Sophia Perennis. Ça ne veut pas dire qu'elle est tout le temps là. Perennis, les bénédictins expliquaient que ça veut dire surtout permanent, permanent, la tradition permanente, quelle que soit la forme. Et justement, je voudrais pour terminer évoquer Raymond Panicard, vous savez, ce polymathe très intéressant, Panicard, et qu'on ne connaît pas assez en France. Il dit que toute tradition est porteuse de son présent, de son passé et de son avenir. Elle est également une certaine conscience du présent, de telle façon que dans toute tradition, il y a un sens de la modernité. Et aucune tradition n'existe sans ce sentiment d'être en accord avec le présent, en se modernisant ou en faisant le nécessaire pour aller de l'avant.
Bref, il ne s'agit pas d'être les gardiens d'une tradition qui serait une citadelle assiégée par la peur de la modernité, par la peur de la vie qui surgit. La vie, elle est inattendue, différente de ce qu'on connaissait. Le piège de l'idolâtrie de la tradition. Panicard dit il y a deux pièges. Le piège de la modernité, c'est le déracinement. C'est de penser que le monde a commencé hier ou avant-hier et que ce que j'ai appris à l'école ou à la connaissance que j'acquiers peu à peu de manière consciente est tout ce qu'il y a dans le monde. C'est, dit-il, supposer que la méga-machine technologique dans laquelle nous vivons représente le monde entier. Et c'est nous séparer des racines du réel, des racines profondes de la réalité comme une totalité. Alors ça, c'est ce que Panicard appelle le piège de la modernité. Mais il dit d'autre part, il faut se prémunir contre le piège de la tradition, si la tradition est stagnation, si elle s'est développée de telle façon qu'elle ne permet aucun progrès, aucun changement et mutation. Et il termine en parlant de la sagesse. Et la sagesse, pour lui, comme connaissance qui aime et amour qui connaît. Et j'aime beaucoup ce basculement, cette respiration. La sagesse comme connaissance qui aime et amour qui connaît. Eh bien, Panicard dit la modernité a fait croire qu'on peut connaître sans aimer et aimer sans connaître. Et à cela, il répond, la connaissance sans amour est pur calcul, et l'amour sans connaissance n'est que pur sentimentalisme. Alors, bon, notre contemporain, nous-mêmes, nous sommes peut-être pris un peu comme le lapin dans les phares de la voiture, on ne sait plus vers quoi courir, on est à la fois anesthésié, désorienté, et en même temps dans une excitation permanente. Le conformisme, c'est peut-être le principal danger auquel on est livré. Conformisme, excitation, et puis une sorte d'assoupissement, d'anesthésie, consommer plus intelligent même. Regardez les publicités où on nous dit que conduire un SUV devient une expérience. Pauvreté, misère de ce langage publicitaire. Mirage qui nous fait prendre un tas de fer pour une expérience spirituelle. Alors bien sûr, on n'est pas des amiches, comme disait l'autre, hein, mais on n'est pas, parfois, est-ce qu'on n'est pas des zombies? La tradition, c'est aussi peut-être de se demander si nous serons de bons ancêtres. Quel univers symbolique on construit et quel univers symbolique on veut construire et on veut transmettre? La tradition, finalement, nous dit qu'il faut toujours chercher, toujours être en éveil, awake, Brice, être dans la lumière, sortir de l'obscurité. Je pense que ça nous donne peut-être quelques éléments de discussion et je vous remercie de m'avoir écouté. Bien, eh ben, merci à vous deux pour ces propos lumineux et sur lesquels on va pouvoir discuter maintenant. Je vais commencer une question qui s'adresse plutôt à Brice. Ça vient de Solange Sudarkis, qui a habillé Voltaire pour l'hiver. Donc, enfin, en substance, elle le critique sur toutes les positions qu'il a eues. Je cite en vrac, faire massacrer un grand nombre de Turcs, utiliser une main-d'œuvre serbe pour s'approvisionner en sucre dans les plantations de canne à sucre où les esclaves étaient taillables et corvéables, etc. Donc, ce qui est intéressant, bon, elle parle du mépris des Noirs, des Huguenots, des catholiques, des Juifs, de Voltaire. Ce qui est intéressant dans cette remarque, c'est la façon de juger une époque et les propos, le comportement des gens d'une époque avec les yeux d'une autre, c'est-à-dire avec les yeux de notre époque. Est-ce que ça n'est pas un des traits du wokisme, Brice? Mais oui, l'anachronisme historique et la judiciarisation de l'histoire font évidemment partie du sujet. Il est extravagant de vouloir juger. Vous savez, quand j'étais professeur de fac aussi à un moment, mais quand mes étudiants commençaient à me dire qu'ils jugeaient très mal le comportement des acteurs politiques et autres du passé, je leur disais, vous les jugez en fonction de vos idées à vous aujourd'hui, mais qui vous dit que vos enfants et vos petits-enfants, surtout, continueront à juger avec les mêmes outils conceptuels, la même morale que celle qui est la vôtre aujourd'hui? Détrompez-vous, vous-même, alors ça rejoint la discussion qu'on a avec Jean Dumontail à l'instant sur les valeurs et les vertus. Comme il vient de le dire très bien, les valeurs sont provisoires, elles appartiennent à une époque et une
notre époque en change. L'erreur des woke, c'est de croire que leurs valeurs du moment sont définitives, qu'ils ont trouvé le fin mot de l'histoire et qu'à partir de ce fin mot, ils vont pouvoir jeter un jugement rétrospectif sur tout le passé. Mais qu'ils ne se fassent pas d'illusions, s'ils pensent que les valeurs sont relatives à une époque, et c'est ce qu'ils pensent, ils sont relativistes, eh bien, qu'ils s'imaginent bien que nos descendants jugeront notre présent ou notre contemporanéité avec des valeurs qui sont très différentes des nôtres. Peut-être que ce que nous trouvons, nous, merveilleux, formidables et progressistes, ils le jugeront comme coupable, stupide, criminel et ayant engagé l'avenir. Je pense tout simplement à l'écologie politique. Dans les années 60, ma génération a voulu élargir le champ des possibles, en particulier dans le domaine des voyages. C'était très frappant pour les générations des hippies qu'il fallait autant que possible aller aussi loin que possible. Moi, j'ai fait cette expérience avec mes amis étudiants. On a pris une vieille de chevaux, on a été aussi loin que possible à l'Est, avec l'idée que, le cas échéant, on irait jusqu'à Katmandou en voiture. En réalité, la de chevaux s'est arrêtée 250 km après Ankara, mais on a été jusqu'à 250 km après Ankara. Quand je raconte cette anecdote à mes étudiants ou à des jeunes ou à mes enfants, ils me disent « Mais toute cette essence que vous avez gaspillée sur la route, c'est scandaleux, vous avez pollué. » Donc, vous voyez, les valeurs, c'est pour ça que valeurs et vertus, c'est un très très bon, j'aime beaucoup ce que je viens de dire Jean Dumonteil là-dessus. Les vertus, elles sont permanentes, les valeurs, elles fluctuent. Exactement ce qu'il vient de dire, c'est la bourse des valeurs. Vous savez que dans les années 80, j'ai tenu une rubrique dans le mensuel Globe tous les mois qui s'appelait la bourse des valeurs. Et c'était justement une manière de se moquer en réalité, puisque sur le même plan, je mettais ce mois-ci la cocaïne est en baisse, alors que je sais pas, l'existentialisme est en hausse. Vous voyez ce que je veux dire? C'était une façon de très warholienne de mettre sur un plan d'égalité totale des choses qui avaient une vraie valeur et d'autres qui étaient des simples mouvements de mode. Et on s'est bien amusé avec ça à Globe. C'était évidemment une façon, de l'esprit de l'époque des années 80, de mettre tout à plat. Alors sur Voltaire, juger Voltaire, il faut comprendre que pour les gens de la génération de Voltaire, qui sont pas nous, que nous ne sommes pas les contemporains de Voltaire, Voltaire a représenté un mouvement d'émancipation extraordinaire en critiquant ce qui avait de plus stupide dans la religion de son temps, en montrant les absurdités. Il est passé au crible les écrits religieux du christianisme, en montrant les contradictions internes épouvantables qui étaient absolument frappantes pour n'importe qui plongeait dans ces textes. Il nous a délivré de l'horreur du luxe en nous montrant que finalement la société, la civilisation urbaine, civilisée, luxueuse, avait bien des avantages et que vouloir continuer à vivre dans les marécages moyenâgeux n'était pas forcément une très très bonne idée. Donc moi je défends absolument Voltaire aujourd'hui. Alors évidemment il avait les préjugés de son temps, évidemment il était probablement raciste, mais vous savez à l'époque tout le monde était raciste. Aujourd'hui nous ne le sommes pas. Qui sait ce que nos descendants jugeront encore une fois dans nos propres préjugés d'aujourd'hui et pourquoi ils nous condamneront. Mais ne condamnons pas nos ancêtres parce que pensons bien que nos descendants, eux, nous condamneront. Et soyons comment dire, humbles et tolérants avec nos ancêtres si nous voulons que nos descendants soient tolérants à notre égard aussi. Espérons qu'ils soient moins woke que nous le sommes aujourd'hui. Il y en a une, alors elle s'adresse aussi bien à Brice qu'à Jean. C'est André Sellerier qui dit « Si je partage cette critique du wokisme, je trouve que M. Couturier est un peu léger sur le fondement de la critique de Derrida, qui critiquait le sentiment de supériorité de l'Occident. » Alors bien sûr, bon, Brice répondra là-dessus, mais pour Jean, je pense que la maçonnerie, dans les vertus de la maçonnerie, il y a le fait que nous croyons au discernement. Et le discernement conduit à hiérarchiser. Le relativisme met tout à plat en disant que tout se vaut, etc. Par contre, le discernement, c'est hiérarchiser. Est-ce qu'il est légitime de penser qu'il existe une supériorité de l'Occident, puisque c'est quand même la civilisation occidentale
qui a créé les conditions les plus propices aux droits de l'homme, aux droits de la femme, aux droits des minorités. C'est l'Occident qui a fait naître la science la plus rationnelle qui soit. Ce que n'aiment pas les woke, qui considèrent que la science blanche n'est pas la science, etc. Donc, est-ce que la maçonnerie n'admet pas que quelque part, il existe une supériorité de la tradition judéo-chrétienne qui nous fonde? Et je m'appuierai sur une phrase, un texte de Comte Sponville, dans je ne sais quel bouquin. Il dit, oui, il y a des civilisations qui valent mieux que d'autres. Une civilisation qui protège la démocratie, les droits de l'homme, le respect des minorités, le respect des oppositions, etc., est supérieure à une civilisation qui méprise les femmes, qui méprise les minorités, qui impose ses lois, etc. Donc voilà, d'abord l'intervention sur le plan profane de Brice, et ensuite une vision peut-être maçonnique de cette notion de supériorité qui gêne souvent beaucoup de maçons. Brice. Alors, moi, j'ai pas de problème avec ce sujet. C'est très, très mal vu de dire ce que je vais dire. C'est politiquement incorrect, mais moi, j'estime effectivement, avec Salman Rushdie, par exemple, qui vient d'une autre civilisation et qui est bien passé pour comparer ce qu'il a vécu d'un côté et ce qu'il a vécu de l'autre, pour nous dire qu'effectivement, une société qui reconnaît le droit, qui reconnaît l'égalité entre les hommes et les femmes, pour commencer, parce que c'est absolument fondamental, qui reconnaît le droit des homosexuels à leur sexualité, est supérieure à une société qui enferme les femmes chez elles, qui les cloître et qui les voile et qui leur interdit l'éducation, comme en Afghanistan, qui leur interdit l'éducation secondaire et supérieure. Oui, moi, j'ai pas de problème pour dire ça. Mais il faut dire que dans le milieu dans lequel je vis, si je dis une chose pareille, je passe effectivement pour un occidentalocentriste, voire un raciste, comme si l'islam était l'islamisme, pardon, et non pas l'islam, c'est comme si l'islamisme était une couleur de peau, ce qui n'est pas le cas. Oui, moi, j'ai pas de problème pour dire effectivement que le chemin de culture qu'a pris l'Occident à partir en particulier des Lumières, à partir même du protestantisme, je dirais, et des Lumières, de la Renaissance, etc., l'a mené à une provisoire supériorité. Aujourd'hui, je pense que cette supériorité, elle est très relative, et quand je vois effectivement le nihilisme ambiant, le relativisme qui a saisi cette civilisation, son manque d'initiative, enfin, son épuisement culturel, qui me paraît tout à fait flagrant quand on compare la culture de masse d'aujourd'hui avec les cultures, disons, d'avant-guerre même. Quand on compare Houellebecq avec Voltaire, par exemple, pour reprendre un exemple dans l'actualité, je pense qu'effectivement, il y a un épuisement de la civilisation occidentale. Il est largement lié d'ailleurs au doute sur soi que les woke lui ont imposé, et ce qui fait qu'aujourd'hui, je ne suis pas du tout persuadé qu'il y ait une supériorité ou une avance de cette civilisation-là. En tous les cas, elle l'a été. C'est pourquoi d'ailleurs elle s'est si bien répandue. Ce n'est pas seulement le fait du colonialisme, c'était aussi le fait que les élites locales dans beaucoup de pays étaient ravies de voir arriver les colonialistes, les coloniaux, parce qu'ils apportaient la civilisation, le bien-être, des techniques de production largement supérieures et meilleures que celles qu'ils avaient jusqu'à présent vécues. Donc moi, je n'ai pas de problème avec cette notion-là, mais encore une fois, je sais qu'elle est réputée réactionnaire, et il y a des milieux où j'aurais eu du mal à la défendre aussi ouvertement que je viens de le faire devant vous. Alors bon, bien sûr, tout le monde préfère être riche et en bonne santé que pauvre et malade, et on ne peut être que favorable à l'état de droit. Pour faire le lien avec ce que vient de dire à l'instant Brice, il paraît qu'en Inde, par exemple, le grand questionnement est arrivé au moment de la Première Guerre mondiale, car ils se sont dit, mais qui sont ces Européens qui courent au suicide et qui s'entretuent? Et à ce moment-là, tout le message civilisationnel a été perdu, le pacte a été rompu. Et je trouve que ce n'est pas inintéressant comme explication. Mais moi, ce que je vois surtout, c'est que par rapport à d'autres civilisations, aujourd'hui, nous sommes dans une époque où l'homme a été lobotomisé, l'homme occidental. Quand il ne sait plus ce qu'est la poésie,
quand si vous parlez de spiritualité, on vous prend pour quelqu'un de superstitieux, qui a un esprit magique. On a oublié toute une dimension très importante de l'homme et une société qui devient prosaïque, j'allais dire, hein, et tout ce qui est de sa brutalité prosaïque, de ce qui nous fait oublier ce qui est la vraie fraternité que nous portons. Je pense que ça crée une exigence peut-être pour cette société postmoderne. J'y faisais allusion tout à l'heure, c'est la belle formule de Maffezoli. Mais oui, bien sûr, heureusement qu'il y a des hôpitaux, heureusement qu'on a trouvé en 6 mois un vaccin contre la Covid-19, heureusement qu'on vit dans un état de droit, mais tout cela n'est pas parfait, on le sait bien, et ça reste une exigence permanente. Mais j'insiste, revenez à la lettre de Saint-Exupéry, quoi. Aujourd'hui, qui lit Bachelard et nous fait comprendre la métaphysique du feu? Y a-t-il une émission à la télévision pour ouvrir l'esprit de nos contemporains à ces sujets? Rien, rien. Le sport et la politique ont remplacé le sacré. C'est ça notre problème. Or, on est en train de s'assécher, on est en train de lobotomiser des générations aujourd'hui de gens qui veulent s'éveiller, mais s'éveiller au beau, s'éveiller au sacré, s'éveiller à la vie dans tout ce qui est là. Et c'est là que je fais le lien avec ce qu'est la tradition, où on est en train de se priver d'une dimension essentielle de l'homme. Et comme évidemment nous sommes en maçonnerie, nous avons des avis contraires. Et donc je citerai Bola de Bello qui dit « Penser que c'est l'Occident qui a apporté les droits de l'homme au monde revient à se connecter à cette pensée que toutes les autres civilisations étaient des sauvages, ce qui est totalement faux. » Bien sûr. Donc, vous voyez… Non, mais là, on n'est pas en contradiction, on est d'accord. Oui. Non, nous sommes d'accord, sauf, enfin, si ce n'est que depuis une dizaine de siècles, bon, parce que d'abord, il faudrait définir ce qu'on appelle les civilisations. Moi, je suis dans la tradition de Samuel Huntington. Il y a des grands blocs civilisationnels, il y a le bloc asiatique, la civilisation asiatique, la civilisation arabo-musulmane, la civilisation occidentale, etc. La civilisation, je dirais persane, pour la distinguer un peu de ce qui est arabo-musulman, même si maintenant ils sont musulmans, chiites. Donc, je pense qu'il y a des grands blocs civilisationnels et force est de constater que dans toutes ces civilisations, ce n'est pas là qu'est née l'abolition de l'esclavage. Et quand je veux énerver mes amis de gauche, plus à gauche que Brice, bien sûr, je leur dis que l'esclavage, c'est l'honneur de l'Occident, parce que nous l'avons aboli, alors qu'il s'est maintenu assez longtemps après et qu'il existe peut-être sous différentes formes. Les Jeux Olympiques nous ont un peu montré, la Coupe du Monde nous a montré que ça existait un peu encore dans certains endroits. Et donc, finalement, oui, l'Occident n'a pas le monopole d'un certain nombre de droits, mais force est de constater que c'est dans cette civilisation occidentale que les choses ont été les plus loin en matière de démocratie, en matière de droits de l'homme, en matière de des libertés en général, même si parfois on peut dire que ça… Alors, une autre question, peut-être sur une remarque, est-ce que, de Patrick Bourgne, que je résumerai en disant la chose suivante, le principal danger du wokisme doit-il être recherché dans le fait qu'il favorise l'émergence de mondes irréconciliables? Oui, donc ça, bien. Brice, et pour nous, maçons, qui cherchons toujours à la voie du milieu et à concilier les contraires avec des oppositions que nous qualifions de nécessaires et fécondes, bref, avec un petit côté bisounours parfois, mais je pense qu'on expliquera là-dessus. Voilà. Est-ce que le wokisme conduit à une société de conflit? Oui, il faut partir de cette fameuse déclaration qui date de 69. C'est pour ça que j'avais fait mon livre sur 1969, parce que j'ai découvert beaucoup de choses qui sont à l'origine des mots qui nous accablent. Il y avait cette fameuse proclamation « le privé, c'est le politique ». Cette déclaration, elle a la conséquence d'un échec politique en réalité. Les mouvements de 68 ont échoué globalement. Le rêve révolutionnaire de 68, ou le rêve d'un socialisme à visage humain en Tchécoslovaquie,
ça a été des échecs partout, en France comme en Allemagne. À partir de là, un certain nombre de gens ont revendiqué le fait que le privé, c'est le politique. C'est-à-dire que mon expérience existentielle, c'est à partir de là que je vais rebâtir le monde. Donc, si vous voulez, on passait d'une logique de la solidarité universaliste, où des Blancs pouvaient manifester avec les Noirs pour les droits civiques aux États-Unis, par exemple, où les hommes manifestaient avec les femmes, la solidarité, ou avec le Vietnam, comme je le faisais dans ma jeunesse, à tort ou à raison. On est passé de cette logique-là à une autre logique qui était c'est moi, c'est mon existence, c'est mon expérience existentielle et c'est la source de mon identité politique. Je confonds l'identité, si vous voulez, avec le positionnement idéologique. À partir de là, comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas de conciliation possible. Quand vous dites, encore une fois, je parle en tant que femme, ou je parle en tant qu'homosexuel, je parle en tant que noir, ou je parle en tant que femme homosexuelle noire, il n'y a pas de négociation. Encore une fois, la démocratie repose sur le fait qu'on est capable de s'abstraire en tant que citoyen d'un certain nombre de déterminismes sociologiques, ethniques, religieux, tout ce que vous voulez, pour pouvoir discuter. On se souvient bien que quand il y a eu les guerres de religion en Occident entre catholiques et protestants, c'était identité contre identité. Il n'y a pas de négociation entre les identités. Entre les intérêts économiques et sociaux, il y a négociation. Et la démocratie est basée sur l'idée de cette négociation, sur l'idée de compromis mutuel. J'ai des intérêts, j'accepte de faire abstraction d'une partie de mes intérêts parce que tu as d'autres intérêts que les miens et que donc il faut qu'on s'entende pour vivre ensemble. À partir du moment où vous mettez en avant cette expérience existentielle en tant qu'identité et ce que les Américains appellent la politique des identités, vous fracturez la gauche, tout simplement. Alors, l'idée stupide des progressives américains qui est les blancs mâles et hétérosexuels vont devenir minoritaires dans notre pays. Donc, il y a eu des bouquins pour dire ça. Donc, les minorités, si elles s'unissent toutes ensemble au sein du Parti démocrate, sont sûres de gagner toutes les élections jusqu'à la fin des temps. C'est une idée stupide parce que ça provoque le backlash, évidemment, de l'autre côté, des blancs, mâles ou pas, parce que les femmes ont voté majoritairement pour Trump, pas cette fois-ci, mais la fois d'avant. Et c'est quand même assez révélateur que les femmes blanches ont voté pour un type qui est un prédateur sexuel quand même. Et on sait qu'aux États-Unis, c'est quelque chose d'absolument décisif. Eh bien, j'ai vu les statistiques, les sondages, c'est très frappant. Aux élections, c'était quelle année, vous pouvez me rappeler? C'était en 2016. Les femmes blanches ont voté massivement pour ce prédateur sexuel parce qu'il disait de manière subliminale, je suis le premier président blanc. Donc, vous voyez, quand vous mettez en avant l'idée minoritaire en disant l'alliance des minorités va aboutir à un programme de gauche définitif, vous provoquez évidemment la réaction effrayée de cette majorité blanche qu'il est encore et qui se dit alors nous aussi nous avons une identité. Si on réveille le conflit identitaire, on réveille le racisme évidemment et qui est toujours là, qui nous guette, qui nous menace en permanence, le racisme. Mais si vous mettez en avant la couleur de peau en tant qu'identité, vous réveillez la volonté chez la majorité d'en faire autant. Et à l'horizon, vous avez la guerre civile. Parce qu'encore une fois, sur les identités, il n'y a pas de négociation. Et pour moi, c'est ça le grave danger de la démocratie. Et c'est ça qui fait qu'on a une polarisation dans beaucoup de nos pays. La polarisation, elle tient au fait qu'à droite et à gauche, vous avez des forces extrémistes et populistes qui s'entretiennent mutuellement, qui s'alimentent mutuellement, et que plus vous avez une extrême gauche et une extrême droite qui s'extrémisent, et plus elles se radicalisent mutuellement, si vous voulez. Et pour moi, que je me définirais plutôt comme centriste et comme libéral, c'est ce qui nous menace, c'est ce qui menace le plus sérieusement nos démocraties. Moi, je ne veux pas être écrasé dans ce que mon ami appelle la tenaille identitaire. La tenaille identitaire, d'un côté, les gens qui se proclament en tant que beurre, black, etc. Et en face, la réaction raciste des petits blancs qui se sentent menacés dans leur identité. Et pour moi, c'est vraiment ce qui menace le plus gravement nos démocraties aujourd'hui, c'est cette tenaille identitaire. Alors, il y avait deux questions chez Jean Robert. Il y a la question de la fraternité, en clair, et puis la question du relativisme. Cheng
avait un jour une belle formule. Il était invité de la grande librairie, qui avait fait une émission spéciale après l'incendie de Notre-Dame. Et il vient à parler de la fraternité. Et il dit: la fraternité sans la transcendance, c'est le fratricide. C'est ce qu'on est en train de décrire, là, le fratricide. Parce que cette politique à deux niveaux, si elle n'a pas ce que j'appelle la triangulation de la transcendance, alors qu'après, cette transcendance, comment on la vit, mais s'il n'y a pas quelque chose qui fait que l'homme est plus grand que l'homme, que on n'a pas, je vous ai parlé des générations qui nous ont précédés, mais je pense aux générations qui nous suivront. Serons-nous de bons ancêtres dans notre responsabilité, qui fait que on doit sortir du fratricide pour construire cette fraternité, mais avec, là pour le coup, en prenant la civilisation, et je veux bien l'accepter, qui n'est pas seulement le Frigidaire, mais qui est aussi Platon et Saint-Benoît, ou Saint Thomas d'Aquin, puisqu'on fête Saint Thomas d'Aquin aujourd'hui. Et c'est ça la question. La question, c'est comment on sort du fratricide uniquement par cette triangulation, par la transcendance. Alors, ça ne veut pas dire qu'on est dans l'irénisme, hein. Ça veut dire que, là aussi, parler du relativisme, moi, je préfère, et je le pense pour l'initié, pour ce que nous essayons de faire, c'est que c'est plutôt le chemin de crête exigeant. Et ça, c'est un choix individuel. Quand je dis individuel, c'est que ça nous renvoie à notre responsabilité. C'est ce qu'on a appris justement de notre civilisation, de nos humanités. C'est cette responsabilité personnelle qui est ce chemin de crête qui oblige le discernement et qui est contre le relativisme, mais aussi contre tous les conformismes. J'écoutais l'autre jour sur Public Sénat inviter le responsable d'une grande organisation maçonnique à qui on dit: est-ce que vous êtes contre les corridas? Et il dit: je suis humaniste, donc je ne veux pas faire souffrir les animaux et je suis contre les corridas. Bon, très bien, mais le risque aujourd'hui pour nous tous, c'est le conformisme woke, justement, d'aller dans le sens de ce qu'on veut entendre et surtout de rester dans les apparences. Dans la tradition, il y a quelque chose de très important. Alors, c'est un peu paradoxal d'en parler aujourd'hui, c'est le silence. Mais regardez, on est envahi de paroles et tous ces anathèmes en permanence sur les réseaux sociaux. Mais c'est dramatique, c'est tragique, qui vont contre la fraternité, qui vont contre la responsabilité. Alors, ce chemin de crête, il n'est pas facile, il est exigeant, mais ça fait partie aussi de la voie que propose la franc-maçonnerie aujourd'hui et je l'espère demain. Alors, il y a plusieurs interventions qui rappellent la fameuse phrase attribuée à Jaurès. Alors, je ne sais pas si elle est de Jaurès, si elle est de Malheur ou si elle est de je ne sais qui, mais disons attribuons-la à Jaurès, qui rappelle que la tradition, ça n'est pas le culte des cendres, mais c'est la préservation d'une flamme ou la préservation du feu, etc. Alors, donc, ce n'est pas finalement le culte des cendres. Mais, comme j'ai un esprit de contradiction prononcé, je pense qu'il faut de temps en temps préserver les cendres. Qu'est-ce que nous faisons au tombeau du soldat inconnu, si ce n'est préserver des cendres? Parce que ces cendres ont une signification symbolique. Elles traduisent une action en un temps, en un lieu, etc. Donc, est-ce qu'on est vraiment sûr qu'il faut mépriser les cendres? Alors, À Jean, je pose la question. Jean-Robert, le prochain numéro des Cahiers de l'Alliance aura pour thème la mort au présent. Et regardez les débats qu'on a aujourd'hui sur la fin de vie, comme on dit de façon pudique. En réalité, là aussi, comment on fait en sorte que tout ça ne soit pas un lâche soulagement, tout ça ne soit pas finalement une société qui ne veut pas faire face au mystère de la vie, mais qui soit aussi un geste fraternel d'accompagnement dans le mystère de l'homme, le mystère de la vie qui est avec la naissance et la mort, avec des choses essentielles qu'on a, sur lesquelles il n'y a aucun débat dans notre pays. Ce débat qui n'est pas philosophique, qui est un débat spirituel, qui est un débat essentiel,
Et effectivement, alors à ce moment-là, oui, la fameuse phrase de Mahler repris par Jaurès, et puis même Groussier, on l'a attribuée à Groussier aussi, mais elle est très belle. C'est vrai que c'est le feu sacré, en clair, qu'il faut maintenir. Mais savoir aussi regarder les cendres, je comprends ce que tu veux dire. C'est aussi la question du respect. Le respect, c'est regarder en arrière. C'est ce que ça veut dire. Et peut-être qu'aujourd'hui, si on doit reprocher quelque chose à notre société prosaïque, c'est cette vulgarité qui a oublié le respect de tout, y compris le respect des cendres. Mais je ne veux pas jouer le vieux con. En l'occurrence, il s'agit plutôt de savoir où est l'essentiel, derrière l'écume des jours. C'est ça. Qu'est-ce que c'est cette agitation permanente où on reste toujours à deux niveaux et on oublie la triangulation? C'est ce que doit nous apprendre la voie maçonnique, c'est sortir justement des apparences, comprendre ce qu'est le vrai mystère, qui n'est pas une énigme, mais qui est quelque chose qui est plus grand que nous. Puisque tu as évoqué, Jean, les problématiques de fin de vie et de débat actuels là-dessus, je voudrais vraiment marquer une petite opposition avec ce que tu as dit dans la différence entre morale et éthique. Je pense que le mot éthique n'est pas seulement une façon plus chic que de parler de morale. Je pense qu'il y a fondamentalement une différence en ce sens que, pour moi, la morale, elle est normative. Elle définit une règle et cette règle doit s'appliquer à tout pour être dans le conformisme, dans ce que tu appelles la moraline, etc. L'éthique, elle est intimement personnelle. L'éthique, c'est que dois-je penser, que dois-je dire, comment dois-je agir? Moi, pas le voisin de palier. Et donc, elle est profondément individualiste. Et c'est pour ça que je mettrais une petite différence pas uniquement une question de mode de vocabulaire. D'ailleurs, ça nous amène à parler de la novlangue, puisque en matière de woke, la novlangue sévit. J'ai vu récemment que dans un handbook de Princeton, qui est quand même, ou de Stanford, plutôt de Stanford, Princeton, une des deux, qui sont quand même des universités très woke, on avait banni le mot américain. On bannissait le mot américain parce qu'il était stigmatisant et il donnait l'impression que les États-Unis étaient dominants sur les Amériques, alors qu'il existe d'autres pays, etc. Et donc, on invitait à employer le mot plutôt citoyen des USA ou quelque chose comme ça, pour ne pas dire américain au sens où on entend tous. Et donc, cette notion de torture des mots, de dictature, de police des mots, me paraît… Alors, elle est évidemment très ancrée dans le wokisme, mais je pense qu'elle gagne partout et que désormais, il y a ce qu'on peut dire, ce qu'on ne peut pas dire, pas sur le fond, mais sur la forme. C'est-à-dire que les mots deviennent des problèmes en ce sens que certains mots vont offenser telle ou telle catégorie, sous-subdivision, etc. Et on se retrouve finalement dans une atteinte à ce qui pour nous maçons est très important, c'est-à-dire à la fois la liberté de penser, mais aussi la liberté d'expression, qui cache la liberté d'opinion, etc. Donc, Brice sur ce problème de mots, et puis peut-être Jean sur le piège des mots en maçonnerie. Alors ça, c'est super important. Il y a en ce moment un phénomène nouveau dans l'édition dans les pays anglo-saxons qui commence évidemment à apparaître en France quand nous sommes toujours à la remorque, les sensibility readers dans les maisons d'édition. On embauche, dans toutes les maisons d'édition, on a embauché aux États-Unis comme en Grande-Bretagne et au Canada, etc., on a embauché des sensibility readers, des gens qui appartiennent à une des minorités protégées en question, qui réclament des droits particuliers et des protections spéciales, pour vérifier que dans tous les bouquins qu'on va dorénavant publier, il n'y a pas quoi que ce soit qui soit offensant pour cette minorité en question. Autant vous dire que si on applique cette règle à la littérature, aux publications du passé, il va falloir caviarder la moitié de ce que l'Occident a publié comme littérature. Mais c'est bien le but des woke. Si on les laisse faire, ils vont nous interdire de lire Voltaire, effectivement. Ils vont nous interdire de lire la quasi-totalité de notre héritage pour nous imposer en échange, effectivement, des littératures inspirées par leur propre idéologie. C'est un véritable désastre, mais ça s'explique, si vous voulez, encore une fois, par l'origine de tout ce mouvement, la French Theory. La French Theory était largement fondée sur l'idée qu'il fallait
que le langage, en tant que représentation du monde, en tant que représentation des idéologies, intègre la vision hétéronormée, occidentalo-centriste, raciste, post-coloniale, tout ce que vous voulez, de l'Occident. Et que par conséquent, il fallait une police du langage. Le wokisme, ça a commencé avec le politiquement correct, avec l'idée qu'il fallait plus dire aveugle, mais diversement, voyant diversement, etc. Qu'il ne fallait pas dire enfin, etc. Vous connaissez tout ça. Ça a commencé comme ça parce qu'il y a eu dans la French Theory un surinvestissement du langage qui tenait au fait qu'à l'époque, le structuralisme était en train de glisser vers la déconstruction. Je ne vais pas revenir sur ces idées, mais en fait, en gros, c'est le moment où effectivement le structuralisme qui avait cette passion pour la linguistique, pour l'étude du langage et la science des signes, a versé progressivement vers la déconstruction du savoir occidental en tant qu'occidentalo-centré. Et si vous voulez, ça reste dans le wokisme, il y a toujours cette idée que le langage est absolument crucial, que le langage est tiens, quelqu'un me pose une question, ce que je pense de MeToo, ça c'est vraiment intéressant. Que le langage doit être l'objet, encore une fois, d'une rééducation, d'une réécriture. Mais si vous, en tant que franc-maçon, vous êtes aussi sensible à la défense de la liberté d'expression, croyez-moi, le wokisme est une menace pour vous aussi, parce que on va vous expurger comme tous les autres. Vous ne faites pas d'illusions, vous n'y couperez pas. On va trouver dans les textes fondamentaux de votre tradition des choses absolument inacceptables au regard de la vigilance wokiste actuelle. Le truc, c'est qu'il y a une volonté, c'est pour ça que j'ai bien aimé quand tout à l'heure Jean Dumonteil parlait de puritanisme, car c'est de ça qu'il s'agit. C'est pour ça que je tiens beaucoup à cette opposition entre ma culture libérale, libertaire des 60s et le wokisme. Prétendre encore une fois que le wokisme est le descendant des mouvements des 60s est une aberration, parce que c'est le contraire. Nous avons voulu élargir l'horizon, faire tomber les... On a été trop loin dans le sens de faire tomber les tabous. On a été trop loin, c'est évident. Et il y a un mouvement de balancier aujourd'hui. Mais enfin, ce mouvement de balancier va beaucoup trop loin dans l'autre sens aujourd'hui. En tous les cas, cette idéologie n'a rien à voir avec les mouvements d'émancipation féministe, homosexuelle ou des droits civiques des 60s. C'est le contraire. Nous cherchions nous luttions pour le droit à l'indifférence et nous trouvons face à des gens qui prônent leur petite différence, le narcissisme de leur petite différence, au point où c'est devenu où l'atmosphère devient irrespirable. MeToo, par exemple, c'est une bonne chose et c'est une mauvaise chose. C'est une bonne chose si effectivement il s'agit de faire disparaître autant qu'il en est possible les prédateurs sexuels dans un certain nombre de milieux où ils ont pu prospérer, comme celui effectivement du cinéma. Mais c'est une mauvaise chose s'il s'agit de ranimer la guerre des sexes, comme on la voit fonctionner de façon frappante quand on se rend aux États-Unis et qu'on voit effectivement que les femmes et les hommes vivent de manière de plus en plus séparée, comme si entre eux, il y avait une espèce de guerre qui avait été déclarée. Moi, je suis pour la fraternité aussi entre les hommes et les femmes. Pour rebondir là sur MeToo, avec cette expression de déconstruction, qui peut paraître un truc abominable. Et pourtant, toute notre méthode maçonnique et toute école spirituelle n'est que déconstruction. Sauf, alors je ne sais pas, je ne vais pas faire un débat sur morale et éthique, mais ma morale m'oblige à me déconstruire en permanence. C'est ce que j'appelais le chemin de crête, aller au-delà de la façon dont je construis, je conçois, et surtout au-delà des apparences. Toujours ce problème. Tout à l'heure, Brice, vous évoquiez dans les maisons d'édition ces gens qui, en réalité, ne font que du marketing. Parce que le drame, tout ça, c'est que c'est la société marchande et qui, je reviens toujours, c'est mon obsession, c'est qu'on oublie l'essentiel, où est la poésie là-dedans, et surtout, où est le courage, la force
Tout cela est très, très pusillanime. Pour le coup, c'est de la mauvaise prudence. Et si on revient aux beaux mots des valeurs cardinales dans toute leur force, là, on comprendra que la vraie prudence, certes, c'est le discernement et ce n'est pas la trouille. Regardez la judiciarisation de la société en permanence qui va contre le courage, mais aussi contre le courage de discerner et puis dans les mots, pour terminer par rapport à la question de Jean Robert, c'est qu'il faut aussi un peu de tempérance. Notre vie maçonnique, elle commence par le silence. C'est comme ça qu'on retrouvera le sens des mots. Ces mots qui partent dans tous les sens, qui sont un verbiage permanent, et peut-être que n'y participe pas trop ce matin. On va essayer d'aller au-delà de l'écume des jours. Mais c'est quand je disais on devient des zombies, il faudrait certainement avoir des obligations de silence, de jeûne, je dirais, qui sont un fondement de toute tradition, là aussi. On n'invente rien. Et alors là, quelles que soient les civilisations. Parce qu'il y a quand même quelque chose que toutes les sociétés, toutes les civilisations connaissent et qui sont le respect, qui sont une façon de vivre ensemble, mais aussi une façon de s'ouvrir à plus grand que soi, alors qu'on veut l'appeler spiritualité, transcendance, mais qui commence par le silence, par l'écoute, par l'accueil. Qu'est-ce que c'est qu'une initiation? C'est une réception, c'est un accueil. Oui, ça m'amène finalement cette guerre contre... il y a beaucoup de remarques sur les deux fils qui stigmatisent le côté segmentant du wokisme. C'est-à-dire, nous ne sommes que ceci. Nous ne sommes que homosexuels, nous ne sommes que végans, nous ne sommes que amateurs d'artichauts vinaigrettes. Enfin, vous voyez, le monde est segmenté. Et ça me conduit à vous poser la question finalement d'une des solutions qui a été trouvée, qu'on qualifie de discrimination positive. C'est-à-dire, sur le constat fondé de certaines inégalités, et nous sommes a priori entre gens de bonne composition tous contre les inégalités, on a été amené à trouver des solutions de type discrimination positive qui, poussées à l'extrême, deviennent un nouveau cloisonnement ou une nouvelle injustice. Donc, comment se situer par rapport à ça? D'abord Brice et ensuite Jean. Dans la mesure où il y avait un retard, où il y avait eu, de la part des Noirs, en particulier aux États-Unis, il y avait eu non seulement l'esclavage qui avait duré jusqu'à la guerre de sécession, mais il y avait ensuite les lois Jim Crow dans le Sud qui avaient maintenu les Noirs dans un état de suggestion et de minorité, de subordination insupportable jusqu'aux années 60. Il y avait besoin d'une compensation. Cette compensation a été proposée de manière provisoire. Et c'est à l'époque de la Great Society de Lyndon Johnson. En fait, les grandes lois qui comportent la positive affirmation, l'affirmative action, la discrimination positive, elles datent des années 60. À l'époque, le gouvernement de Johnson, qui est un gouvernement très à gauche, en réalité, on ne s'en rend pas compte ici, mais parce qu'on a toujours pensé que les Américains n'étaient pas de gauche, mais ils peuvent l'être, ils peuvent. Et Johnson l'était. Il a effectivement pris ses dispositions. Je me souviens qu'il y avait par exemple 15% des contrats publics qui devaient être donnés à des entreprises noires. Il y avait un certain nombre de dispositifs qui étaient faits pour favoriser l'accès des Noirs, même quand ils n'avaient pas le niveau à des universités. Ça a été mal ressenti par les Blancs sur le moment, mais il y avait une compensation et cette compensation était prévue comme provisoire. Aujourd'hui, maintenant, ça fait quand même 60 ans que ces dispositifs sont en place et ça commence à provoquer des grincements de dents, en particulier, il faut le savoir, de la part des étudiants asiatiques. J'ai vu quelques sondages qui montrent que dans un très grand nombre de grandes universités de la Ivy League, du top des États-Unis, s'il n'y avait aucune discrimination basée sur l'ethnie, sur la race, les Asiatiques seraient majoritaires, ce qui évidemment pose un problème à la fois aux Noirs, aux Blancs et aux Hispaniques qui se verraient… bon. Alors, nous, c'est pour ça que je pense qu'il y a là un aspect civilisationnel. Tout à l'heure, vous parliez de ça. Il y a un aspect civilisationnel. Nous, républicains,
on est méritocratique. On pense que les gens doivent partir avec une égalité de chance au départ et qu'après, mon Dieu, le talent, le travail, l'acharnement, la volonté de réussite, le fait qu'on se consacre ou non à ses études et à son boulot fait que certains réussissent mieux que d'autres. Et ça ne nous choque pas. Mais l'idéologie de l'équité, comme je disais tout à l'heure, qui est celle qui est prônée par les woke, en vertu de l'idée d'équité, il faut que les résultats soient les mêmes dans tous les domaines à partir de catégories comme la couleur de peau ou la préférence sexuelle. Ce qui est évidemment une absurdité. Alors, il faudrait qu'il y ait autant, puisque les Noirs sont 12% aux États-Unis, il faudrait qu'il y ait 12% de thèses en physique nucléaire qui soient attribuées à des Noirs. Enfin, c'est totalement absurde, évidemment, de raisonner comme ça. Mon Dieu, que qu'il faille juger les gens sur leur couleur de peau et non pas sur leur mérite personnel, c'est l'inverse de ce que prônait Martin Luther King, encore une fois, qu'il ne voulait pas que ses enfants soient jugés sur leur couleur de peau, mais sur la force de leur caractère. Et c'est pour ça que je pense que nous, Français, nous sommes assez bien équipés pour lutter contre le wokisme, c'est que nous sommes profondément républicains. Nous sommes profondément républicains, nous sommes profondément laïques, et c'est pourquoi je pense que nous aurons du mal à avaler les folies woke qui prennent très bien sur le terreau américain, à cause en particulier du protestantisme très particulier qui est celui des Américains depuis toujours, qui était un protestantisme identitaire, qui n'a pas grand-chose avec l'universalisme catholique, qui pour une fois trouvera grâce à mes yeux dans ce domaine. C'est qu'effectivement, chez les catholiques, il y a une forme d'universalisme qui est compatible dans une certaine mesure et qui est même une des sources de notre universalisme laïque, bizarrement. Mais ça serait trop compliqué à démontrer en détail. Alors qu'aux États-Unis, l'appartenance religieuse, la paroisse qu'on fréquente, vous marque d'une manière très forte, puisque les catholiques imaginent toujours que les protestants forment un bloc monolithique. En réalité, les protestants entre eux connaissent une très grande diversité de religieuses et de cultes. Donc, je pense que le wokisme a très bien pris. Alors, il y a eu plusieurs thèses ces derniers temps. Il y a Bronstein, il faut que je le fasse lire aussi, celui-là, il est formidable. Le bouquin voilà, La religion woke de Bronstein, c'est sa philosophe, il est excellent et il montre très bien à quel point, au fur et à mesure que les États-Unis et les autres pays anglo-saxons sont en train de se déchristianiser, ce qui n'était pas le cas il y a encore une vingtaine d'années, ils se déchristianisent extrêmement vite, ils se sécularisent et le wokisme prend la place, évidemment, des religions protestantes en déclin. Quand on voit les retraites au flambeau, quand on a vu dans une ville ou deux aux États-Unis les Blancs demander aux Noirs qui n'en demandaient pas tant de leur laver les pieds en place publique pour se dédouaner des crimes de l'esclavage de leurs arrière-grands-pères, on comprend qu'effectivement, il y a une espèce de réinvestissement de toute la religiosité américaine dans la lutte antiraciste. C'est charmant quelque part. Je ne pense pas que les Noirs soient ravis qu'on leur lave les pieds en place publique, mais voyez, on voit bien qu'il y a quelque chose de profondément religieux dans le wokisme. C'est pour ça que je pense que nous ne sommes pas protégés de manière définitive contre cette folie, parce que pour l'instant, elle ne contamine que nos universités et, disons, quand même une partie des médias et du secteur culturel. Il ne faut pas se faire d'illusions. C'est déjà très présent dans un certain nombre d'institutions culturelles françaises et dans certains journaux que je ne vais pas citer. Autrement, je vais me faire des ennemis définitifs, mais je pense que tout le monde sait que, par exemple, Libération et Le Monde sont très ouverts à cette tendance. Mais je pense que quelque part, ça ne passera pas chez nous parce qu'on a cette tradition républicaine universaliste, et l'exemple de l'affirmative action est typique. Je pense que chez nous, l'affirmative action, ça ne passerait pas. Je ne pense pas qu'on accepterait volontiers que des étudiants aient droit, alors qu'ils n'ont pas le niveau, à rentrer dans telle et telle grandes écoles sous prétexte de leur couleur de peau ou de leur appartenance sexuelle ou de leur homosexualité. Je pense que ça ne passerait pas du tout. Je pense que ça ne passera pas. En tous les cas, il ne faut pas se laisser faire. Parce qu'à Sciences Po, il y a déjà cette tendance. On sent, parce que Sciences Po, c'est ce qui est le plus ouvert sur le monde anglo-saxon, évidemment. Bon, mais cher Brice, il faut tenir la promesse républicaine pour que ça marche. Oui.
hein, parce que sinon, là aussi, on va s'endormir en pensant que tout va bien. Et la sociologie, quand même, nous montre qu'on reproduit des générations. Et, la méritocratie ne fonctionne pas si bien que ça, que l'ascenseur social, il est un peu en panne par rapport à ce qu'on a connu, que Louis le Grand n'est pas l'équivalent du lycée Pablo Neruda dans le 9-3. Et donc, comment on tient la promesse républicaine? C'est une exigence, là aussi. Tout cela nous oblige à être awake, pas woke, mais awake, éveillé. Parce que sinon, effectivement, on perdra. Souvenez-vous, sous le gouvernement et le quinquennat de Hollande, on avait créé un ministère de l'égalité réelle. Ce qui voulait bien dire que bon, on était conscient que notre grand principe d'égalité, il nécessite d'être amélioré. Alors moi, j'ai un tropisme qui tient mes centres d'intérêt sur les politiques locales. Je pense que si la liberté et l'égalité sont du domaine de la nation, la fraternité se joue à l'échelle de la proximité. Et c'est là qu'on peut reconstruire de la politique en faisant vivre la fraternité qui n'est pas un sucre d'orge, mais qui est une exigence. Parce que là, on saura comment aider des enfants à accéder à la culture, comment tenir la promesse républicaine. Parce que sinon, ce ne sont que des mots, et malheureusement, qui créeront des mots MAUX. Pour sourire un peu dans cette description un peu apocalyptique de notre situation, je me remémore un mot de Roselyne Bachelot, qui est très anticonformiste et qui, à propos de la discrimination positive, elle parlait de ramayade et elle disait, comprenez, elle est femme, elle est noire, elle est nommée ministre. Si elle avait été handicapée et lesbienne, elle finissait Premier ministre. Donc, bien sûr. Un message à faire passer, je ne sais pas si vous le savez, mais Gaston Monnerville, grand républicain, n'a pas une impasse, une rue, une ruelle à son nom à Paris. Oui. Alors qu'on a donné des noms de Rosa Parks, très bien, grand bien lui fasse, hein. Mais bon, alors, bon, voilà, faut aussi être fier de ce que nous sommes, cet universalisme. Quand j'y pensais, parce que quand on a fait connaissance avec Brice, il me dit, mais il y a eu un président du Sénat noir avant. Mais Gaston Monnerville n'est pas honoré. Alors, il se trouve qu'en 69, il a voulu être le général de Gaulle, donc les gaullistes ont horreur de Gaston Monnerville. Et le pauvre homme, voilà un exemple de discrimination négative à l'égard de Gaston Monnerville qu'il faudrait honorer et qui est un frère en plus tout à fait honorable et mieux qu'honorable. D'accord. Mon côté woke, là, se réveille en me disant qu'on pourrait débaptiser certaines rues, par exemple les rues Joseph Staline ou les lycées, etc., pour donner le nom de… Voilà, on va faire une pétition après Joséphine Baker. Vos deux interventions m'amènent à poser finalement une dernière question à vous deux. Finalement, quelle solution? Vous avez un peu abordé, à part le courage, la volonté, comment résister à ce qui quand même ressemble un peu à un tsunami culturel, même si pour le moment la vaguelette n'est pas trop haute en France. On sent qu'elle est venant des États-Unis, elle se renforce de jour en jour. Quelle solution? Voilà, quelle solution à la fois à titre individuel et à la fois à titre collectif? Je commence? OK. La vigilance. Les woke sont vigilants. To be woke, ça veut dire stay woke, ça veut dire reste vigilant. Nous, on doit rester vigilant à ce qui vient de ce point de vue. Je prends un exemple, ce qui s'est produit hier. C'est pas récent, c'est pas vieux. La DILCRA, la délégation interministérielle de lutte contre les discriminations, etc., et le racisme, vient de voir son comité scientifique dissous du jour au lendemain, comme ça. Pourquoi? Parce que les organisations trans, de défense des trans, sont mécontents du fait que certains membres de ce comité scientifique de la DILCRA, qui a été nommé il y a déjà 4 ou 5 ans, certains d'entre eux
explique que la propagande trans dès l'école primaire, dès le collège, aboutit au fait dans plusieurs pays, et surtout en Grande-Bretagne, à une espèce d'épidémie du désir de changer de sexe. Or, il faut savoir que le changement de sexe au plus jeune âge nécessite de prendre des hormones de décroissance, des hormones merde, je ne trouve plus le nom. Enfin bref, sont sur le plan des traitements médicaux extrêmement dangereux, à prendre à vie, que la psychanalyse nous a expliqué depuis très longtemps que l'orientation sexuelle était quelque chose de compliqué à l'adolescence, que c'est une crise, que bien des adolescents s'interrogent sur leur sexualité et que c'est une chose absolument normale et classique. C'est pas... Et que par conséquent, ces mouvements trans qui font preuve d'une extrême agressivité sur le plan physique. J'ai mon ami Caroline Eliachev qui a créé l'association La Petite Sirène, qui est une pédopsychiatre renommée, qui est quelqu'un de très ouvert, c'est pas une fasciste. Elle peut plus ouvrir la bouche, elle peut plus se déplacer avec son association La Petite Sirène, qui est des gens, c'est des médecins, c'est pas des amateurs, c'est des pédopsychiatres, etc. Elles essayent d'expliquer qu'il faut pas céder au désir d'enfant de vouloir changer de sexe parce que ça peut leur passer, et que par contre il faut respecter évidemment ce désir chez les adultes. Personne n'interdit bien sûr à quelqu'un d'adulte informé, de conscient, de vouloir changer de sexe et de subir les mutilations qui vont avec ce changement de sexe. Mais là, les trans ont obtenu satisfaction, ont obtenu la dissolution du comité scientifique de la DILCRA, et c'est un recul fantastique à mes yeux face à une offensive woke dont on voit bien qu'elle a des militants infiltrés au plus haut niveau dans les cabinets ministériels, et qu'elle poursuit un travail de sape effarant, parce que effectivement, si des milliers d'enfants se voient imposer des mutilations qui vont ensuite... Alors évidemment, il faut savoir aussi que derrière, vous avez le lobby pharmaceutique est tout à fait d'accord avec ça, parce que les trans doivent prendre, il faut le savoir, il faut qu'ils le sachent, des médicaments à vie. Il ne suffit pas d'avoir subi les opérations en question. Et c'est très cher. Voilà. Donc là, moi, je pense que pour lutter, il faut d'abord savoir que ça existe, être conscient, voir à quels endroits les militants trans ont déjà, pardon, les militants woke ont déjà infiltré les lieux de pouvoir, et les combattre ouvertement. Je pense que sinon la République n'y tiendra pas. On aura soit l'extrême droite qui est très évidemment remontée contre le wokisme. On aura soit l'extrême droite parce que il y aura un mouvement de panique face à cette soit effectivement une dictature woke. C'est tout à fait possible, puisqu'on est un État très fort, très centralisé, très puissant. Si les woke s'en emparent, on peut avoir une espèce de Khmer rouge woke au pouvoir, et ça serait vraiment une terrible... Aujourd'hui, ça paraît extravagant, mais dans 10 ans, tout est possible. Dans la mesure où les jeunes générations auront été bien indoctrinées, comme aux États-Unis, c'est possible. Voilà. Entièrement d'accord, par les États-Unis d'ailleurs, hein, parce qu'il faut voir que là aussi on est dans un conformisme par rapport aux États-Unis qui est affligeant, qui est un manque de courage. Mais je pense, et là il y a aussi une tradition qui est européenne et qui est bien française, c'est l'anticonformisme. C'est la poésie, c'est une façon courageuse d'être anarchiste et de ne pas aimer qu'on nous fasse marcher au pas, que ce pas soit celui d'une dictature ou du wokisme qui n'en est qu'une autre forme. Et donc, j'ai envie de dire, vive les anticonformistes, et surtout, voilà, aimons la corrida, même si on ne l'aime pas, mais je veux dire, ayons un peu de courage, et surtout ne transformons pas, là aussi, ce qu'aimerait ces woke, le pur et l'impur. Ils seraient les purs et les autres seraient les impurs. Non, non, surtout pas. Il ne faut pas rentrer dans ce face-à-face, qui serait d'ailleurs complètement faux.
mais il faut comprendre aussi que tout à reconstruire et à reconstruire dans la bienveillance. Là aussi, c'est un mot qu'on a oublié. Hein. Il ne faut pas être seulement dans l'affrontement, il faut être dans l'exigence, ce n'est pas la même chose, l'exigence permanente, montrer l'intolérance de ces gens-là, mais tout à l'heure j'évoquais la promesse républicaine, elle doit être aussi dans la bienveillance. Sans ça, on ne pourra pas défendre des vertus et des valeurs actuelles si tout cela, bien, comme de vieux billets complètement démonétisés, n'ont plus aucun sens. Bien, il est maintenant midi. Je tiens d'abord à m'excuser à tous ceux qui ont posé des questions et que donc, je n'ai pas pu relayer faute de temps. Mais donc, je pense que nos amis ont trouvé vos deux interventions passionnantes. En tout cas, moi, c'est mon cas. Je les remercie encore. Eh bien, je vous donne rendez-vous au mois prochain. Vous découvrirez le sujet dans la future invitation. Merci Brice, merci Jean, et je vous souhaite une très bonne fin de week-end. Merci. À bientôt. Vraiment merci, Merci. et même merci Moi Brice aussi. et Jean-Robert. Au revoir tout le monde. Au revoir.